Merci Julien d'être ici sur le podcast. C'est vraiment un plaisir. Ça fait longtemps qu'on se tourne autour. J'ai regardé, c'était quand ma femme elle avait pas encore accouché du deuxième, c'était il y a un peu plus d'un an et demi. On s'était raté de peu quand j'étais au Levezou, j'avais enregistré avec Romain Tellet. Ouais, Et justement, on avait beaucoup parlé de toi, donc je suis vraiment content de enfin te recevoir sur ce podcast. Merci merci d'être à là. toi, en tout cas. Merci à toi. J'aimerais qu'on évoque aujourd'hui ton parcours forcément, ton passage par la section, Toulon, Loup, avant d'arriver au CO, différentes saisons quand même, parce que vous en avez vécu sacrément des épopées, que ce soit tout en haut, tout en bas avec le CO, franchement ça a beaucoup Ouais, bougé et donc ça va être intéressant et puis j'ai envie qu'on rentre un peu dans tu vois, pour moi, tu fais partie des 15 qui sortent du lot par ta régularité et par ta prise de décision, tu vois? Et c'est pour ça que j'aimerais bien rentrer dans ta tête, dans cette prise de décision. Comment tu fais pour choisir, si tu relances, si tu joues au pied? Comment tu fais? Tu joues super bien les coups sur des 3 contre 2 en bowling, des choses comme ça. Rentrer un petit peu dans ta tête sur ces situations-là, si ça te va comme programme. ouais, très bien, parfait pour moi. Toi, tu es Béarnais, c'est ça, hein? Béarnais, exactement. Pur et dur. Sur Béarnais. Tu as commencé tout de suite à la section ou tu étais dans un petit Non, club? moi j'ai commencé dans mon petit club à l'Étoile sportive arudienne, à Rudy, en Vallée d'Ossau. Et j'ai rejoint la section paloise à l'âge de 16 ans, en cadet deuxième année. OK, oui, donc assez jeune, quoi. Ouais, exactement. Ça marche et tout de suite, tu t'es mis dans un mood de rugbyman professionnel ou au début, c'était vraiment juste pour jouer avec les copains et performer? Tout de suite, non. Au début, c'était vraiment avec les copains à Rudy. Et après, petit à petit, voilà, quand j'ai commencé à signer à Pau. Après, rapidement, j'ai commencé à intégrer le pôle sport de Bayonne, le centre de formation à la section. OK. Donc, du coup, de suite, ça m'a forcément ouvert des fenêtres un petit peu dans la tête, hein, Ouais, bien sûr. et de me poser la question de pourquoi pas moi, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ah, le centre de for le pôle espoir, il était à Bayonne? Exactement. À l'époque, il y avait, c'était encore, enfin, les pôles sport étaient dans certaines régions. Il y avait Bayonne, il y avait Talence à Bordeaux, il y avait Ouais, c'est ça. Toulouse. Et du coup, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire 2 ans à Bayonne. OK, génial et du coup, tu sors de là, souvent, c'est des années un peu charnières, qui te permettent soit de d'éclore, soit de repartir un peu vers le bas. Comment ça se passe, toi, cette, jonction entre le pôle espoir et le monde pro? Ouais, au Pôle Espoir à Bayonne, j'ai eu la chance, voilà, de connaître Pierre Pérez, qui est à l'époque le directeur du Pôle Espoir à Bayonne. Donc, il y a beaucoup de gars qui sont passés par Bayonne et qui se souviennent de Monsieur Pérez. On en a Et, déjà parlé, ouais, monsieur Pérez. du coup, il m'a vraiment donné cette envie, donné cette niaque de pouvoir, de pouvoir y croire, de pouvoir croire en mes capacités. Donc, à la sortie du pôle à Bayonne, ça a été très rapide pour moi. J'ai de suite rapidement intégré le centre de formation à la section. OK. Et après, à mes 18 ans, je fais mon premier match pro. Ah Et ouais? dès l'année d'après, j'ai la chance de pouvoir, à 19 ans, quasiment enchaîner la totalité des matchs. Donc ça a été vraiment très rapide pour moi. Ah oui et sacrément rapide parce qu'en plus, toi maintenant on est dans une avec la nouvelle génération qui arrive, on n'a pas peur de lancer des jeunes dans le bain et de les mettre. C'était quand même pas le cas il y a de ça, 15-20 ans, non? Ouais, c'est ça, exactement. Mais en fait, nous, il y a eu un concours de circonstances à l'époque, à Pau, on a eu pas mal de blessés en début de saison. Il y avait eu des licences qui avaient été bloquées, je ne sais plus pour quelle raison, pas mal de licences. OK. Et du coup, j'ai eu la chance que les coachs de l'époque me lancent rapidement dans le grand bain à mes 19 ans. Vache. Donc, j'ai eu la chance aussi, ouais, qu'à ce moment-là, ben, ça va y tourner pour moi, quoi. Ouais, carrément. Là, à ce moment-là, tu jouais encore 10, non, il me semble? Centre, j'ai Centre? commencé mes premières années en centre, ouais, exactement. En pro, tu fais tes premiers matchs en 12. Ouais, exactement, en 12. Ah ouais! Exactement. J'ai fait mes 2 premières saisons en 12. Après, j'ai eu la chance d'être sélectionné avec l'équipe de France des moins de 20 en OK, 15. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai alterné 10 et 15. d'accord. Pourquoi tu Tu as fait vois, ce les 15, switch de 12 à 10-15? et bien parce qu'à l'époque, dans ma génération, il y avait au centre, il y avait Mathieu Bastaro, il y avait Wesley Fofana, il y avait Yann David, il y avait Henri Charancy. Du coup, on avait une très belle génération avec de très bons centres de l'époque. Du coup, ils avaient décidé de me décaler à l'arrière sur les premiers stages. Ça s'était plutôt bien passé. OK.
Du coup, voilà comment ça a un petit peu switché. J'avais commencé en 10, Ouais. tout ce qui est cadet, Crabos, Réchel, et après j'avais basculé au poste de centre, avec l'équipe première avant de passer sur le poste d'arrière et d'ouvreur. C'est quelque chose qui a été un frein pour toi de pas être à un poste précis ou justement un point positif d'avoir quelque chose de une palette assez large? Moi, j'ai toujours pris comme, plus comme une force, en fait. C'est sûr que, il y a eu des périodes, dans ma carrière où j'ai été amené à être pas mal remplaçant Bah, du ouais. fait que je pouvais couvrir tous les postes. Mais, moi, je le prends plus comme une force, hein, et une corde à mon arc supplémentaire, et pour pouvoir m'adapter, pardon, à un petit peu à toutes les situations qui peuvent se procurer sur un terrain, quoi. Ouais, bien sûr, c'est une évidence. Je pense que, ces premières années où, j'ai eu beaucoup cette étiquette du utility back un petit peu. Mmh. Elles m'ont servi pour la suite de ma carrière, ouais. Ouais, complètement. Et puis du coup, tu sais répondre à des situations différentes parce qu'autant 10-15, ça peut être assez proche, autant 12, là, tu es vraiment sur un registre complètement différent. Ouais, exactement, exactement. Et tu vois, je pense alors là, c'est un grand écart, mais un Thibaut Flamand qui a fait toute sa formation jusqu'en jeune en tant que 10, qui se retrouve deuxième ligne, bah, n'empêche que c'est la deuxième ligne le plus mobile, Bien sûr. top 14, tu vois? Donc ça, forcément, ça laisse une trace. Même pour lire les espaces, enfin, c'est quelqu'un qui joue très bien les coups, et c'est sûr que cette formation, elle lui est bénéfique maintenant, ouais. Tu arrives du coup sur tes premiers matchs à 18-19 ans, tu en attends, Pau est en Pro D2 ou en Pro top D2, 14? Pro Pro D2, D2, hein? ouais, Pro Ouais. D2. Pau est en Pro D2, tu performes tout de suite ou tu es un peu largué? J'ai fait des bonnes saisons, franchement, j'ai été entouré à l'époque de garçons avec beaucoup d'expérience, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont, beaucoup soutenu, et ça a été de suite très facile pour moi de m'adapter. Des garçons avec qui, on avait suivi quasiment, toutes les étapes, au centre de formation ensemble. Ouais. Il y avait, Grégory Puyot, Clément Darbois en neuf, Ah oui. Mika Drouard au centre, Julien Fumat. Ah oui, bien Et du sûr, oui. coup, si tu veux, on était très copains, et ça a été de suite très facile pour moi de Ouais, pouvoir m'adapter en équipe première, ouais. avec des mecs autour qui t'ont aidé, là-dedans, quoi. Exactement, ouais, c'était plus facile, ouais. N'empêche que tu fais, quelques matchs la première année, tu enchaînes quasiment tous les matchs la deuxième. Tu Ouais, as 19 ans, tu joues 12 titulaires en Pro D2, tu as dû avoir pas mal de sollicitations pour jouer plus haut. Pourtant, tu y restes 6 ans à Pau. Pourquoi? ouais, pourquoi? Parce que, c'était le club qui m'a lancé, en pro, c'était ma région, j'avais ma famille là-bas, mes attaches, mes amis, et j'avais aussi des études que je voulais terminer avant de pouvoir, pourquoi pas, tenter un autre challenge, OK. et puis tout simplement parce que j'étais heureux à la section, quoi. Ouais, bien sûr. Tu faisais quoi comme formation, si c'est pas indiscret? J'étais en BTS, management, OK. Management donc global. exactement. Donc du coup, j'ai pallié, études et entraînement rapidement, parce que vu que je faisais quasiment tous les entraînements avec les pros, j'avais très peu de jours d'études, par semaine. Ouais, C'était important pour moi, voilà, de rester dans mes bases, d'en rester dans mes terres, proches des miens, et c'est pour ça que j'ai bougé, un peu plus tard, on va dire. ouais, bien sûr. Hem, Ces années 2005-2011, la section reste en Pro D2, non? C'est après qu'elle monte? Ouais, 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 ouais. C'est OK. bien après que la section remonte, ouais, en tout cas. OK, d'accord. À un moment donné, cette sollicitation d'aller jouer plus haut, elle se présente à toi. Tu signes à Toulon en 2011, il me semble. 11, ouais. Heu et tout d'un coup, là, tu arrives à Toulon, qui est un petit peu l'opposé de du Béarn et de la section. Déjà, pourquoi, à un moment donné, tu décides que finalement, tu pars? Et pourquoi choisir Toulon, qui est presque à l'opposé de ce que la section peut représenter? Parce que c'était ma quatrième année, je crois, en équipe première. OK, Et puis, on n'arrivait pas à franchir ce cap, à essayer de remettre la section en top 14. Et voilà, j'ai eu tout simplement envie de goûter au plus haut niveau en allant dans un club, comme Toulon en top 14. ouais, bien sûr. Et là, tu arrives à Toulon, ça va? J'arrive à Toulon,
C'est compliqué pour moi le premier mois, parce que c'est vrai que c'était la première fois avec ma femme qu'on partait de chez nous, quoi, tout simplement. Donc, et puis Toulon, c'est complètement à l'opposé sur la carte de France par rapport à Ah chez oui. nous, donc très loin. Euh, mais ça, au bout d'un mois, je me suis très vite aussi acclimaté. Et j'ai pu matcher rapidement sur les matchs amicaux et sur tout le début de saison de top 14, pardon. OK, d'accord. C'est vrai que c'était assez dingue avec, quand j'y repense, tous les mecs Ouais. autour de moi, toutes les stars mondiales qu'il pouvait y avoir. Ah oui, C'est parce que là, on est fou pour d'accord, moi de me dire, 2011, c'est la dream team. C'est ouais, ça a commencé à ouais, Bakis Bota, Matt Guito, Wilkinson, Mathieu Bastaro, Karl Lehmann, Hermitage, Aleman, exactement. Fernandez-Lobé, toute la clique là. Ouais, c'était assez dingue de pouvoir me retrouver au milieu de joueurs comme ça, alors que l'année d'avant, j'étais en Pro D2 avec la section, quoi. Là, ils te signent en 10, Ouais, exactement. donc là, tu te retrouves en concurrence avec Johnny Wilkinson. Je me retrouve en concurrence avec Johnny Wilkinson. Sur le début de saison, c'est l'année Coupe du Monde 2011. Du coup, à l'époque, c'était Philippe Saint-André qui était Ah oui. le coach. Ah, il était pas Et encore parti en équipe de France. non, il part juste après la Coupe du Monde. Donc, lui, il part en novembre. Si tu OK. veux, la Coupe du Monde est terminée. Il part et c'est Bernard Laporte qui arrive à l'époque. Ah oui, Et du d'accord. coup, j'ai la chance de pouvoir enchaîner je crois, les 6 ou 7 premiers matchs du début de saison. Philippe me fait confiance et je joue quasiment l'intégralité des 7 premiers matchs. Alors qu'il y avait quand même, à l'époque, je me rappelle, en Joker Coupe du Monde, il y avait André Pretorius, Oui. 10 Sud-Africains, qui était là. Et Philippe Saint-André me faisait confiance avec Pierre Mignoni et pour enrôler ce poste d'ouvreur. Ouais. Donc j'ai pas mal enchaîné sur le début de saison. Et après, au retour de Johnny et de Matt Guito, c'était un peu plus compliqué pour intégrer l'équipe, quoi. Ouais, bien sûr. C'est la première fois depuis le début de ta carrière pro que tu joues moins. Bon, en même temps, ça paraît, pas non plus, dingue au vu de la concurrence. C'est un moment difficile pour toi à vivre ou ça va, tu le vis plutôt bien? Franchement, difficile, non. Non, parce que j'avais la chance de pouvoir bosser avec des mecs comme ça. J'ai eu la chance sur quasiment de novembre à fin juin de pouvoir bosser avec Johnny Wilkinson sur le jeu au pied en tête à tête avec lui. Bah oui. Il était beaucoup voilà, dans le partage. Je restais pas mal de temps avec lui sur les fins de séance. Donc, c'était compliqué de ne pas jouer forcément parce que quand tu es jeune, tu as soif de temps de jeu, de match, quoi. Mais d'un autre côté, j'ai beaucoup appris de cette saison, on va dire, sur les aspects techniques et du poste d'ouvreur et sur le jeu au pied, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Surtout que là, on l'oublie peut-être un peu parce que les 2 dernières saisons, tu as plus la charge du tir au but, mais tu as buté dans quasiment tous les clubs où tu as joué et d'ailleurs Ouais. encore, je crois que tu es le joueur en activité au CO qui a mis le plus de pénalités de transformation, quoi. Donc qu'est-ce qui t'a un peu apporté sur cet aspect-là, Johnny Wilkinson? Ah, vraiment, c'était une approche complètement différente de ce qu'on peut, comment dire, nous, Français, être sur le tir au but, quoi. Ouais. Lui, c'est vraiment du micro-détail, de la précision, c'est chirurgical. C'était vraiment, au départ, il m'a changé pas mal de choses. J'ai changé de tige, j'ai changé le positionnement de mon ballon. OK. J'ai changé aussi ma course d'élan. C'était pas trop, Donc, changement? c'était pas trop, ça a été compliqué au début parce qu'en fait, Oui. après, j'ai basculé avec les espoirs. Et je me rappelle de ce changement, les premiers matchs, Bah oui, le c'est sûr. premier mois, on va dire, c'était compliqué. Mais en fait, il me disait vraiment de rester dans le process et d'être déterminé et convaincu que, au bout d'un moment, ce changement sera bénéfique pour moi au niveau de ma frappe, au niveau de ma trajectoire de balle. Et sur la fin de saison, il s'était pas trompé parce que Ah ouais? j'avais été régulier, ouais, dans ma frappe. Donc, c'était quelque chose de vraiment positif pour moi. Au début, compliqué parce qu'il y a pas mal de changements, l'approche différente, mais avec du travail et de l'assiduité et de la détermination,
ça a fini par payer, ouais. Ouais, j'avais lu son bouquin, enfin le bouquin de son coach, Dave Alred, Et ben, ouais, ouais. et qui parlait de cette ugly zone. Dès que tu changes quelque chose, la zone moche, où en gros forcément nouveauté, ça va apporter vraiment de l'échec, tu vois? Je pense aussi à j'avais revu un reportage, un intérieur sport sur, Tony Parker qui avait changé sa façon de shooter au lancer franc et qui avait chuté de 88 à 80 de réussite pour après remonter à 92, tu vois? Tu as toujours cette En phase, fait, c'est dur parce que, tu te dis: «C'est compliqué, il faut que j'y reste, quoi». Tu peux vite abandonner, tu peux vite, revenir un petit peu sur, ce que tu maîtrisais auparavant, dans ta zone de mais confort. ta zone de confort. C'est vrai que c'est compliqué au départ parce que, même aux entraînements, j'étais pas régulier comme je voulais l'être. C'était compliqué, mais force est de constater que sur la suite, ça a été vraiment bien pour moi. C'est des choses que tu as gardées sur tout le reste de ta carrière? Ouais, j'ai gardé, le même tir depuis. J'ai gardé la même façon de poser mon ballon, mais pas d'élan, ouais. Trop bien. Ici, Hem, ici, c'est quelque chose que j'ai pu, retrouver aussi avec Romain Tollet, à l'époque où je suis arrivé, à Castres. Ça fait maintenant 11 ans et Romain, il est pareil dans l'approche du je pense que c'est l'un des premiers Français un petit peu dans cette approche-là, quoi, Complètement, où, le moindre petit détail est hyper important dans ta frappe, hein, et dans ta façon de frapper, quoi. complètement. On a échangé pendant 2 heures sur le tir au but avec Romain Tellier. Ça a été je pense vraiment que c'est pour moi, c'est ce que je disais en sortant, tu vois? C'est le Wilkinson français. Vraiment, Ouais, dans vraiment, cette vraiment, vraiment. dans cette c'est pas une obstination, c'est presque une obsession du Ouais, détail, bien sûr. de maîtriser chaque paramètre. C'est pour ça que tu avais un rendu assez robotique finalement quand il butait, mais il était tellement dans des rails fixés et cetera, mais à la fois complètement relâché à l'intérieur. Enfin, c'est Ouais, assez exceptionnel, mais c'est des comme tu dis, je personnalités. pense que c'est l'un des seuls Français, qui est rentré un petit peu dans ce cadre un petit peu anglo-saxon, dans le mimétisme, dans la précision Ouais. de chaque petit détail, ouais. Oui, que nous, on a une approche un peu plus latine, un peu plus sur les sensations, sur, Exactement. ouais, c'est vrai et finalement, le mix des 2 est peut-être le meilleur. Ouais, ouais, je te rejoins. Hem, Tu décides finalement, après 1 an passé à Toulon, de partir au Loup, qui, si je me trompe pas, était en Pro D2 à l'époque. Pour les 2, ouais, exactement. Pourquoi? Est-ce que maintenant qu'on a goûté au top 14, vaut mieux pas y rester? Parce que, je me rappelle à l'arrivée de Bernard Laporte en novembre, un mois après, je crois en décembre, il y a Fred Michala qui annonce sa signature à Toulon. OK, Ou, un ouvreur de plus, donc je me dis: «Ça peut devenir compliqué pour moi». bien sûr. Donc, voilà, je signe au Loup pour retrouver du temps de jeu, pour retrouver les terrains, on va dire, Oui, et bien sûr. pouvoir matcher. Ça se fait rapidement, je crois au mois de décembre, donc si tu veux, pas d'opportunité forcément en top 14 et cette équipe du Loup, avec beaucoup d'ambition qui vient toquer à ma porte, donc ça a été très rapide pour moi dans ma réflexion et dans ma prise de décision, quoi. Ouais et puis tu te retrouves dans une équipe où on te donne un peu les clés du camion Exactement, et où tu vas faire monter ce club, enfin pas que toi, mais toute l'équipe, en top 14 en plus. exactement. Tu as Ouais, joué j'arrive ouais, au Loup avec Fabien Cibré à l'époque, avec qui j'étais à Toulon, qui était neuf. Moi, j'arrive pour jouer 10. Le Loup avait fait un gros recrutement pour pouvoir se donner, les moyens de retrouver le top 14. Donc si tu veux, pareil, les paramètres étaient là pour que je sois épanoui, quoi, ouais, bien sûr et qu'on fasse de belles saisons. et pour aller rechercher ce top 14 en plus. Exactement. Tu as joué avec, Vinaya, Wakanivuga? Ça te dit quelque chose? Au centre et Ali Pathé, Fatah ça te dit quelque chose ou pas? Oui, exactement, Ah ouais, voilà, parce que moi j'ai joué exactement. avec eux après quand ils ont joué à Strasbourg, la belle époque de Strasbourg, ouais. Strasbourg et du coup notre paire de centre c'était, Waka et Ali Pathé À qui Waka, pas drôle. franchement, à l'époque, on avait, une sacrée paire de centres, là. C'est nous ils sont On arrivés, avait dis-toi, tout, ils sont arrivés en Fédéral 1, bah, élite à l'époque, mais je peux dire que ça faisait tout drôle. ah non, franchement, moi, je les ai vus faire de gros, gros matchs, hein. Ah oui, ouais, vraiment des animaux, De ça gros, joue gros matchs. très très physique et en plus c'est des crèmes en dehors. Hem Exactement. C'est super vrai. Et tu es champion de Pro D2, 1er titre.
comment tu l'amènes ce titre? Comment c'est parce qu'il faut quand même passer par les phases finales et Ouais. puis quelle sensation? Heu, déjà la première année, on passe un petit peu à côté, on finit, 8 ou 9e je crois de Pro D2 alors que le club souhaitait monter, de suite. Hem et à l'époque, je me rappelle, c'est Tim Lane, australien qui arrive au club avec une, nouvelle philosophie, nouvelle, approche complètement différente de ce que j'avais pu voir jusqu'à maintenant. C'est-à-dire? C'était très, comment dire? Un peu comme en NFL. Il se mettait au milieu du terrain, je me rappelle les entraînements. On était dans l'en-but, on faisait un petit peu notre échauffement. Il mettait, 2 coups de sifflet. Il fallait arriver, en courant, un genou au sol, tu vois? Comme ça tout le monde, on avait une routine, il avait mis cette routine en place de voilà, qui était la sienne OK. et dans l'approche, à chaque match, il voulait qu'on gagne avec le bonus offensif. Donc dans l'approche du truc, on avait, très peu tenté de coups de pied cette année-là. Chaque pénalité, on visait les pénales touches pour pouvoir marquer un maximum d'essais et un maximum de Ah points. ouais. Et l'année, elle avait été assez folle parce que, on avait un petit peu affolé les compteurs. Je crois qu'on finit avec le plus gros nombre de points atteints en Pro D2 avec, Montauban un peu avant nous. Et voilà, on se régalait parce qu'on marquait beaucoup d'essais. Ah oui, tu m'étonnes. Derrière les 3 quarts, on avait un pack d'avant très costaud, très solide et on avait de super ballons à jouer. On avait une ligne de 3 quarts de feu. Donc on se régalait tous les week-ends et je garde un super souvenir de forcément de cette saison, avec le Loup, ouais. C'est marrant ça On comme, est champion, je crois à 2-3 journées de la fin. Donc en fait, on a été champion assez rapidement, quoi. c'est à l'époque où le champion était déjà assuré de monter, c'est ça? Ouais, exact. Le champion, en fait, il était assuré de monter. Il y avait pas de phase finale à aller chercher, et de finale à gagner, quoi. Le premier est monté et après tu avais, demi-finale entre le 2, 3, 4, 5. Ouais, 2 contre 5 et 3 contre 4. Exactement. OK, d'accord. Cette mentalité-là, ce mindset un peu différent de vouloir aller chercher le bonus, voilà, c'est quelque chose que tu penses qui pourrait fonctionner en top 14 ou ça va aller bien dans ce Heu, contexte-là avec cette énorme équipe et vous aviez les c'était moyens de rouler parti sur tout le monde? c'était parti ouais, c'était plus ça, ouais. On avait vraiment les moyens de le faire, hein, dans le sens où, on mettait 30 ou 40 points par match. Il me semble on avait perdu 2 matchs dans l'année où, donc si tu veux, on avait Oui, en plus de ça, une forte confiance en nous. Le faire aujourd'hui en top 14, c'est compliqué parce que bien sûr. tous les clubs sont équipés, et le rugby, si tu veux, même, si tu le prends pas à la base, prendre les points, c'est sûr que mais ça peut devenir vite compliqué, quoi. Chaque point compte, ouais, c'est clair, Exactement, c'est clair. Tu avais des équipes, je crois, comme je sais pas si tu te rappelles à l'époque où Exeter, vraiment performait, était allé en finale de coupe d'Europe. Ils prenaient aucune, pas de 3 exactement, points, pas en touche, ils jouaient les pénalités rapidement, ils ont un peu révolutionné. ouais. Ils Ben avaient eu eux, un ouais, c'est le premier qui marque énormément d'essais sur ses pénalités à la main. ouais. Et nous, c'est vrai qu'on a avec Castres, on s'en était un petit peu inspiré sur certaines saisons, ouais. Ouais, ouais, c'est clair et en fait, ils avaient eu un statisticien, je crois, j'avais lu l'histoire qui avait prouvé qu'en fait, Mmh. si tu allais en touche, le risque de perte de balle sur le lancer, le temps de risque de perte de balle Bien sur une sûr. faute, contact ou un truc comme ça sur le ruck, tu avais plus de autant tout de suite faire des pick and go, proches de la ligne, quoi. Ben, c'est sûr que quand tu joues une pénalité après il faut le faire, hein. Le 1er joueur qui joue cette pénalité, il va rentrer dans le mur, heu, j'aimerais pas être à sa place, mais tu gagnes fort, tu arrives de suite à 2 mètres de la ligne, quoi. Bah, ça, tout à fait, Tu complètement. arrives de suite très proche de la ligne et c'est peut-être pour ça que les statistiques vont dans ce sens-là, ouais. Ouais et je trouve que ça a initié cette mode maintenant de toutes ces mouvements autour des pénalités jouées rapidement Autour de ça, avec ouais. ces jeux dans le dos et à l'extérieur. C'est vrai. Et c'est vrai qu'au CO, je me rappelle que vous avez fait pas mal. Vannes a marqué la dernière journée, je crois, un essai Vannes magnifique marque pas là-dessus. mal dessus, ouais. Ouais, c'est clair. Toulouse le Heu, fait, le Leinster le fait maintenant. Surtout quand tu as Meafou qui arrive lancé à 3 mètres de la ligne. Hem, c'est là que ça devient un peu étonnant, pour revenir à ton parcours. Tu montes du coup en top 14 avec le Loup et finalement tu signes au CO. Ouais, heu, en fait, à l'époque, il y a Castres qui vient, voilà, qui s'intéresse un petit peu à moi et en calculant un peu tout, en fait, le projet de jeu de Castres
la proximité un petit peu avec chez moi. J'allais le dire. J'ai mes parents et j'ai ma grand-mère qui est originaire d'ici, là, à 1 heure de Castres aussi. Donc mes parents, grands-parents, oncles et tantes ont des maisons là. Ah donc tu as une partie de la famille qui est tarnaise? Exact, enfin, héroltaise. OK. Donc à 1 heure d'ici. Et forcément, le fait de pouvoir me rapprocher un petit peu des miens avec Castres qui, à l'époque, sortait d'un titre de champion 2013 et l'année où je signe Finale? va en finale. Donc de suite, enfin, Oui, oui, tu pars de soit tu vas sur une saison galère, pour le exactement, maintien avec le Loup ou alors, tu joues le exactement, haut du tableau. c'est ça. Complètement et en plus, oui. Tu avais déjà des tes enfants à ce moment-là ou pas? J'avais mon premier enfant ouais, qu'on a eu à Lyon. OK. Oui, donc en plus ça fait du sens, tu vois? Moi, je jouais au Pays basque, à Anglet et on est remonté aussi, voir notre famille, vers les moments où on a eu nos enfants Ouais, parce c'est que ça. Après, quand tu as des enfants, tu as envie que, ben, voilà, que la famille puisse le voir, bah, c'est ça. puisse le voir grandir. Et puis voilà, nous, on avait besoin à ce moment-là de se rapprocher. Et Castres, de par le profil d'équipe, le profil de ville, euh, les ambitions du club aussi, voilà, le choix s'est tourné vers Castres. Ouais. Ça a tout de suite été un coup de cœur avec le CO? Parce que là, c'est une belle histoire d'amour qui dure, depuis presque 11 ans. Tout de suite, ça a matché? Tu t'es senti bien? Vraiment, vraiment, dès notre arrivée à Castres, ben nous, on est issus d'un petit village, donc ici, c'est vraiment un grand village. Tout le monde se connaît, tout le monde vit pour le club. Euh, l'ambiance, l'atmosphère au sein du club m'avait fait penser à l'époque où j'étais à la section. C'était très familier à l'époque. On faisait beaucoup de choses ensemble autour du rugby. Et j'ai tout de suite retrouvé ça ici. Donc, ouais, ça a vraiment été, comme tu dis, le début d'une longue histoire d'amour quoi, entre le CO et moi, quoi. Ouais, bien sûr. Tu arrives malheureusement dans une période compliquée où justement, le CO, ils sortent, d'un titre de champion avec, Laurent Travers et Laurent Labitte et ensuite je crois que c'est Serge Millas Et avec ça, Stajnia, c'est David Darrica. qui font finale sur la première année, qui est perdue et l'année post, elle est un petit peu difficile à digérer et toi, tu arrives dans ce Ouais, contexte-là? année difficile pour nous. Je me rappelle, on avait des travaux au stade Pierre Fabre. Donc, notre premier match est délocalisé à Béziers, notre premier match à domicile contre le Stade français. OK. Et ce premier match, on perd le match. Donc, si tu veux, la saison Ouais. part un petit peu, pas comme on l'aurait souhaité. Et finalement, on joue le maintien cette saison-là. Ça a été une saison riche en émotions, éprouvante, parce qu'à un moment donné, plusieurs fois même, on était vraiment dans le dur, dans le fond du tableau. Et il y a des victoires, on aurait perdu ces matchs-là. Je pense qu'on descendait, quoi. Ouais, Mais parce que on je crois avait que un groupe, vous êtes sauvés quasiment à la dernière journée ou l'avant-dernière, non? ouais, avant-dernière journée. Avant-dernière journée. OK. Et du coup, ouais, on avait un groupe fort, on avait un groupe soudé et cette force-là a fait qu'on a réussi à gagner des matchs compliqués. Je me rappelle d'un match à Grenoble dans les derniers matchs. Si on le perd, c'est compliqué. Un match contre Lyon ici à Castres parce qu'on jouait la descente avec le Loup. Et pareil, c'était soit eux, soit nous. Celui Ouais. qui perdait, c'était compliqué. Et on gagne ce match à la dernière seconde sur une pénalité de Rory Cocotte. Et à la fin de cette saison, franchement, c'était dingue. J'avais l'impression qu'on était champion. Enfin, Ouais. le public, l'atmosphère qu'il pouvait y avoir, c'était assez dingue, ouais. Ouais, donc tu vois, tu On s'en là, c'est rappelle tous encore, ceux qui l'ont vécu. C'est vrai qu'elle reste gravée dans les annales, celle-là. ah ouais, tout autant que le titre de 2018? Ouais, vraiment. C'est différent, hein. Ouais, bien sûr. Mais le fait de maintenir ce club en top 14, c'est vraiment quelque chose de fort, quoi. Ouais, Parce que la saison, elle avait été éprouvante mentalement. C'était dur parce que quand tu joues le maintien, t'es focus chaque week-end sur le moindre petit point. C'était, et nous, c'était très tôt dans l'année, quoi. Donc, si tu veux, ouais, c'est 10 ça a mois été longs. un petit moment, ouais, c'était long, ouais, exactement. Ouais, c'est là que tu vois toutes ces équipes, hein, qui luttent pour leur survie dès le début du championnat. C'est dur, hein, franchement et là, le C'est top très dur, 14, c'est long. très, très dur.
Très, Franchement, très tu dur. m'étonnes qu'ils sortent complètement rincés de Ah ben, ces tu joues 3 saisons en une, quoi. ah ouais, Et tu tellement rincé mentalement, en fait, de la pression qu'il peut y avoir sur tes épaules, sur le moindre résultat. Et c'est des saisons très, très, très dures. ouais, c'est clair. C'est juste après que Christophe Furios arrive? Ouais, l'année d'après, Christophe arrive. OK. Exactement. Donc Serge Milache et David Carrère sont licenciés. Il y a Mauricio Ricciardo qui arrive, juste pour sauver le club, en grosso modo, et en 2015, tout de suite après, Christophe Furios arrive. C'est Serge, ouais, qui est remercié au mois de janvier. Et OK, il y a Maurice Reggiardo qui arrive avec David Darricara qui était encore là sur la fin de saison. d'accord. Et après ça Et après, ils sont en fin de contrat. Et c'est à partir de ce moment-là que Christophe arrive avec son staff. OK. Qu'est-ce qu'il a apporté, tout de suite à son arrivée, Christophe? Il a apporté énormément de rigueur. Il a remis le travail au centre de tout intérêt, si tu veux. Et tout de suite, il a réussi à façonner son groupe, son effectif, pour que dans les 3 4 ans, le club puisse viser le plus haut, quoi. OK, donc vraiment de Ça a été une façon de travailler, ouais, comme je t'ai dit, dans la rigueur, dans le travail, dans l'humilité, dans l'ombre un petit peu. qui correspondait bien finalement aux valeurs du CO? Ouais, qui correspondent complètement aux valeurs du club, hein. Après, c'est ce qu'on travaillait bien aussi les années d'avant, mais si tu veux, le fait qu'on joue ce maintien, c'était différent, quoi. Là, on était reparti sur un projet complètement nouveau, complètement neuf, et Christophe a pu le monter, si tu veux, un petit peu de A à Z, quoi. Ouais, complètement, complètement. C'est Et vraiment là où tourné autour du travail, autour autour du groupe, autour de l'équipe. En fait, il y avait pas de joueurs plus hauts les uns que les autres. Le plus important, c'était l'équipe et ce que tu pouvais donner au groupe pour que le groupe puisse performer. Et forcément, si le groupe performe, ben, les individus sortent du lot, on va dire. ouais, c'est vrai. Et on alors, je te dis ça de l'extérieur, il c'est vrai qu'il arrive à transmettre une identité Ouais, à une équipe et on peut le voir un peu là maintenant avec Clermont où tu commences, tu vois que ouais, ça s'est ouais, resserré, ouais, exactement. qu'ils gagnent beaucoup de matchs à la fin sur du paquet d'avant, où ça va bien, sur des fins de match où tu vois que l'équipe elle est soudée, tu vois qu'il arrive à créer du lien. Ouais, ouais, il crée complètement du lien, hein, entre les joueurs, entre toutes les sphères du club, hein. Ça part vraiment d'en bas et ça remonte toutes les catégories jusqu'au pro. Même dans les Euh, bureaux, même dans Même dans les bureaux, avec les supporters aussi. Il y a vraiment une histoire qui est créée autour de tout ça, qui est vraiment euh, un chemin et un tracé commun entre tout le monde dans le club et autour du club. ouais, ouais, c'est ultra intéressant. Ouais. C'est ultra parce que je pense que ça te transcende finalement sans même t'en rendre compte, Ben, tu en fait, ce qu'il disait, quoi, il faut en fait, on jouait plus que pour nous, quoi. On jouait pour une ville, on jouait pour la famille, les amis, on jouait pour tous nos supporters, pour toute une région. Et, euh, et tout le monde était. Si tu rentrais pas là-dedans, tu pouvais pas jouer, tu pouvais pas matcher, quoi. C'était simple. Pour lui, il était très, très droit, très direct. Si tu voulais pas rentrer dans le moule, tu n'avais rien à faire là, en fait. Et une fois, par contre, que tu étais dedans et que tout le monde était focus dans la même direction, ben, ça nous a amené forcément à de grandes choses. ouais, bien sûr. Tu joues un peu moins quand il arrive parce que forcément il arrive avec ses joueurs, avec, Roda Pieta, Rudy Wulf, Caminati, ces joueurs qui venaient d'Oyonnax. Comment tu le vis? Euh, ben forcément déçu de moins jouer, mais comme je t'ai dit, toujours dans une approche de progrès, de travail, d'étapes supplémentaires dans ma carrière, on va dire. Ouais. Après, je faisais quasiment toutes les feuilles. J'étais souvent remplaçant, comme Oui, 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 j'en bien parlais sûr, tout bien à l'heure, sûr. avec voilà, cette faculté à pouvoir couvrir plusieurs postes. Mais voilà, dès que l'occasion se présentait, j'essayais de faire le meilleur match possible, d'essayer de m'entraîner de la meilleure façon possible
et voilà, pour continuer de progresser, j'avais encore 26 ans, donc j'étais quand même Encore un jeune joueur. encore un peu jeune. Donc voilà, il me restait du temps devant moi Bien pour sûr. basculer dans un autre registre, quoi. Surtout que ça a fonctionné parce qu'après tu deviens un membre à part entière, un titulaire, indiscutable de cette équipe et le CO progresse et fait un Ouais. quart de finale en 2016, un quart de finale en La première 2017. année, ouais, dès la première année, on fait un quart de finale à Montpellier. L'année d'après, on refait un quart de finale à Toulon et jusqu'à l'année 2017-2018 où Et on a eu la chance là d'aller au bout, quoi. surtout que c'est une époque un peu spéciale parce que vous finissez 6e du top 14. Ouais, Donc vous êtes qualifié à la dernière place qualificative, donc et c'était encore jamais arrivé qu'une équipe, classée 6e remporte le top 14 et là, on a senti une équipe, sur ces phases finales qui s'est complètement transformée et qui était inarrêtable, quoi. ouais, complètement. On se qualifie vraiment à l'arraché, hein. Hem, je me rappelle là, il y avait une circonstance, il fallait il y avait Pau qui recevait Agen. Il fallait que, Agen aille gagner à Pau OK, et nous on se déplaçait à La Rochelle. Il fallait qu'on aille gagner à La Rochelle pour rebasculer en fait et d'accord. ça c'était à 2-3 journées de la fin, donc c'était vraiment sur le gong et ça bascule, Agen va gagner à Pau, nous on va gagner à La Rochelle et à partir de là, l'équipe de suite, elle a été propulsée, elle a complètement switché dans la fin de saison et beh, ça nous a permis, de réaliser de grands matchs et de pouvoir être champion. Ouais, c'est intéressant, hein, cette dynamique, juste avant les phases finales, dans laquelle tu suites. Ça me fait penser aux phases finales l'année dernière de Pro D2 où Provence Rugby, est 1er toute la saison, domine tout. Grenoble se qualifie au dernier moment, mais sur une vraiment sur une poussée Exactement, positive ouais. et ils les battent et du coup sur cette poussée-là, ils emportent Et tout sur leur après, ouais, passage. ben, c'est la force, voilà, dès que tu rentres dans une spirale comme ça de positif, tu te sens fort, tu sens le groupe fort, l'équipe complètement soudée et tu as cette sensation qu'il peut presque plus rien t'arriver, quoi. Ouais et Et nous, pour peu que sur un match, ça on commence à était bien complètement basculer. là-dedans, quoi, parce qu'après, ça se joue sur un match. Donc au final, on était complètement dans ce mood et dans cette optique-là, quoi. Ouais. Sur la fin de saison, on avait cette sensation que plus rien pouvait nous arriver, quoi. Surtout que vous le faites en un barrage, le derby face au Stade Toulousain, Ouais, à Ernest-Vallon. Et vous les battez chez eux. Ça a lancé, la phase finale, quoi. ouais, complètement, ça a complètement lancé notre phase finale. Gros déplacement à Toulouse, derby pour un quart de finale. Je me rappelle ce match, il y avait énormément de supporters castrés. Ouais, L'ambiance, elle avait été folle et on fait un gros match. On fait un gros match, on arrive à le gagner alors qu'on était à 14, je crois qu'on prend un carton rouge. Et ce match-là, il a lancé notre phase finale. Après, on joue le Racing en demi. ouais. Euh, ou à qui tu peux en parler à tous les joueurs. La plupart des mecs te diront que c'était le match le plus dur de leur carrière dans le sens où C'est vrai? physiquement ça tapait très fort, quoi. Au bout de 20 minutes, tout le monde se regardait. Ça faisait 20 minutes de jeu. Tout le monde était déjà complètement cramé, oxy. Ah ouais? Ça avait été un match vraiment âpre, très dur, qu'on gagne pareil dans les derniers instants où on fait une grosse défense qui nous permet de gagner ce match et d'empêcher le Racing de marquer pour la gagne. Donc on avait eu sur cette fin de saison des matchs durs, des matchs compliqués. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence sur la finale, ouais. Ouais, parce qu'en finale, vous tombez contre le MHR. Ouais, Je me rappelle de tu marques, non? Tu marques ça en finale? ouais, Oui, je me rappelle de cet essai-là. C'est un 3 contre 3, tu es face à Ouedraogo, non? c'est ça, ouais, décalé dans le couloir des 15 mètres, ouais. Ça fait quoi de participer à une finale, de marquer en finale et de gagner la finale, top 14? Ah, c'est tout simplement, je sais pas si j'aurais pu vivre euh, en termes d'émotion plus fort, quoi. Dans le sens où on gagne la finale, j'ai la chance de marquer. Donc, ouais, c'est vraiment
des souvenirs, complètement fous auxquels tu oses penser quoi quand tu es dans ta carrière, quand tu es gamin et j'ai eu la chance de pouvoir le faire donc forcément très heureux d'avoir pu vivre ces moments-là, quoi. Ouais, bien sûr, tu m'étonnes. Surtout qu'on sentait une espèce de fusion entre, les joueurs, l'entraîneur, le staff, le club, même tout un territoire. Enfin, c'était assez incroyable. Ouais, vraiment, on arrivait vraiment au but recherché, si tu veux, de cette construction de groupe que Christophe voulait mettre en place à son arrivée, avec ce public derrière nous, toute une région. Je me rappelle, le Stade de France était aux trois quarts, voire plus pour le CO, quoi, parce qu'on était un petit peu la petite équipe qui jouait contre Montpellier, qui, cette année-là, marchait sur tout le monde, vraiment. En demi-finale, ils avaient mis, je crois, 40 points à Lyon. Ouais, C'était vraiment l'ogre un petit peu contre le petit poussé. Et les gens se sont un petit peu retrouvés là-dedans, quoi. Et on avait vraiment senti cette fusion, cette communion qu'il pouvait y avoir entre nous, le staff, et forcément nos supporters jusqu'à cette finale. ouais, bien sûr. J'ai un je crois que c'est le moment le plus fort que j'ai jamais eu, en enregistrant les podcasts. C'est Romain Tellet qui me raconte qu'il ramène le bouclier de Brennus chez lui, qu'il le présente à son père et son père, monte avec lui, il l'enferme dans sa chambre et il lui cite tous les vainqueurs Ah, coup de poing, qui sont inscrits sur le bouclier de Brennus par cœur bien et sûr. après il lui dit: «Et toi mon fils, tu es là et tu y seras à Et là, jamais» ouais. et enfin, Ouais, bien sûr, ouais. incroyable, incroyable. Maintenant, une fois que le nom du castre olympique est gravé, comme tu dis, c'est gravé à jamais. Donc, ouais, tu te dis que tu as eu la chance de faire partie d'un groupe qui a su créer l'histoire de ce club en remportant ce fameux bouclier, quoi. Ouais, complètement. Christophe Furios s'en va à la fin de cette saison. Je crois que c'est là où Mauricio Reggiardo revient. Puis finalement, Ouais, il y a le Covid, c'est un peu compliqué. c'est des saisons compliquées, ouais. Elle était assez mal embarquée pour nous, celle-là aussi. Je me rappelle, on la commence pas forcément de la meilleure des manières. Et il y a le Covid au milieu. Donc la saison est ficelée et ne reprendra pas. Donc c'est vrai que c'est des moments assez particuliers quand tu joues. Enfin, voilà, hein. C'était particulier forcément pour tout le monde, mais nous, tu as l'habitude, voilà, d'avoir les matchs le week-end, de t'entraîner. Et là, euh, et là, c'est complètement figé, complètement bloqué pour la première fois, je pense, depuis un moment. Ouais, c'est clair. Donc c'était assez bizarre, ouais. Et en Et plus de ça, sportivement, ça se passe pas très bien, que ce soit avant ou après à la reprise. ouais, à la reprise, pareil, à la saison, du coup, c'est 2019-2020. Elle n'est pas forcément super au niveau des résultats. On n'arrive pas à retrouver voilà, cette force collective. Et voilà, les résultats sont un petit peu en dents de scie. Un coup on gagne, un coup on perd. Et on finit milieu, fin de tableau, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est l'année d'après, c'est ça que Mauricio est remercié, que c'est Pierre-Henri Boncan qui arrive? C'est ça. C'est l'année d'après. OK, d'accord. Et du coup là, l'arrivée de Pierre-Henri Boncan, qui amène pareil, on parlait de et pour moi, il y a vraiment 3 époques sur ces 10 dernières années aussi où tu as Laurent Travers, Laurent Labitte, Christophe Furios et après Pierre-Henri Boncan. Tu sens que c'est à chaque fois une autre identité, une autre, Ouais, culture d'équipe, une autre façon de voir le jeu. Qu'est-ce qu'il amène, Pierre-Henri Boncan? pareil. Très rigoureux. Un petit peu à l'anglo-saxonne. Il a eu pas mal d'expérience aussi là-dessus. Je pense qu'il s'en est appuyé. Et voilà, c'est quelqu'un qui est passionné de rugby. Et cette passion, il a su la transmettre un petit peu au groupe, si tu veux, dans la façon de travailler, dans la rigueur, dans la façon de croire en nous. Il a réussi, pareil, à façonner son groupe et à l'amener jusqu'en finale, quoi. Ouais, complètement. Parce que les statistiques sont assez monstrueuses. Il arrive en mi-saison, vous êtes 13e et vous enchaînez Ouais, 12 victoires en 15 matchs. Vous finissez 7e à une place de la qualif. je joue à rien. Je me rappelle le dernier match, il faut qu'on batte Toulon à la maison avec le bonus. Sauf qu'on le fait.
mais en même temps, il y a un résultat qui est, Ah oui, je m'en souviens. Et il y a un bonus d'une ça autre se joue équipe. à un point. Ça se joue à un point, exactement, et du coup, on passe pas. Mais C'est cette pas le année-là c'est pas aussi, le Stade franchement, français? oui, Stade Français, c'est possible, Oui, exactement, c'est ça. exactement. Et cette année-là, pareil. Je pense que si on a la chance de se qualifier, on était dans une dynamique tellement énorme, Vous allez au bout. positive, on aurait pu vraiment faire de très belles phases finales. Ouais. Ouais, c'est marrant que là, avec Christophe Furios, ça tourne du bon côté pour la 6e et ça fait le titre en 2018. Là, après, ça aurait presque pu faire la même chose. On aurait presque pu, je te dis ça, ouais, ça se joue à un point. Un point, et bon, après, on ne sait jamais ce qui aurait pu se passer. Oui, c'est Mais sûr. pareil, on était sur une dynamique ultra positive où on était fort de nos convictions, on avait un groupe fort aussi, et on aurait pu faire de belles choses. Ouais, Mais n'empêche que la révolution et le changement au CO, il est lancé. Et l'année d'après, par contre, c'est une saison où vous êtes intouchable. Euh, ouais, la saison d'après, elle est super aboutie dans le sens où on finit premier, et c'est la première fois de l'histoire que Castres arrive à finir premier de la phase de poule. Donc cette saison aussi, elle est folle parce que on voulait se qualifier, mais jamais on aurait pensé qu'on pouvait finir si haut, quoi. ouais, c'est ça. Je trouve que Pierre-Henri Bonco, il a la capacité à tirer le meilleur de chaque joueur, à savoir l'utiliser vraiment à sa quintessence. C'est-à-dire que tu prends un mec, tu vois, je pense à un Raizuke, par exemple, qui est arrivé là, qui il savait l'utiliser, comment le Ouais, faire franchement. performer, tu vois, avoir un discours qui fasse qu'il se sente bien et qu'il performe. Mais le truc, c'est qu'il était, comme je te dis, tellement passionné qu'il connaissait chaque joueur avec ses propres qualités, ses propres défauts. Et du coup, il arrivait à chaque fois à tirer le meilleur de chaque mec, tu vois, pour que dans le groupe, ça fonctionne, quoi. Ouais, bien sûr. Ça, c'est une qualité de gestion humaine, finalement, plus que d'entraînement, de performance. Complètement. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est ultra intéressant et vous vous qualifiez, vous êtes 1er, et là encore, je sens que vous rebattez encore le Stade Toulousain, en Cette demi, fois-ci en c'est possible? demi. Ouais, en demi, ouais. Cette fois-ci, on bat Toulouse en demi à Nice. Et pareil, ben là, contre Toulouse, voilà, c'était. Il y avait Antoine Dupont, il y avait Romain Tamac, Ramos. Enfin, Oui, ça y est, c'était lancé, c'était de nouveau le gros c'était Stade Toulousain. lancé, ouais, il commençait déjà à bien gazer. Et on fait un gros match en demi contre eux à Nice et on remporte ce match. J'ai ce souvenir où tu marques et tu vas marquer l'essai et je crois que c'est juste devant le COP du CO Ouais, et ouais, elle est terrible cette image, enfin. ouais, c'est vrai que ça se passe juste devant nos supporters, donc l'ambiance était folle dans le virage. Et salut toi! Il il peut venir, hein, te faire un bisou, il y a pas de souci, hein. Et tu arrives en finale, de nouveau contre le MHR Ouais, et là, par contre, vous échouez de peu. ouais. Et là, euh, est-ce que inconsciemment, on avait battu Toulouse et du coup, ça avait été un gros match, forcément un aboutissement dans le sens où on retrouvait la finale et en finale, on n'arrive pas à refaire la même performance que le week-end avant, quoi. Ouais, Et là, on tombe contre cette équipe de Montpellier qui, elle, pareil, tu la sens très soudée, très sûre d'elle. Et forcément, quand tu es comme ça, ils ont forcément tué le match dès la première mi-temps. Nous, on a des faits de jeu. Il y a Benji Urdapieta qui se blesse très ouais, rapidement. Il y a du turnover dans l'équipe. Moi, je bascule en 10. Ça faisait peut-être 5 ou 6 mois que je n'avais pas rejoué à ce poste. ouais, En fait, il y a eu un enchaînement. Et, et tout simplement, voilà, ce match, de la façon dont ça s'est passé, dans l'approche, on ne pouvait pas le gagner, quoi. ouais. Et tu vois, c'est marrant parce qu'avant, tu me parles de l'approche en 2018 où c'est vraiment le petit poussé contre le MHR qui est énorme, voilà. Là, c'est vous qui finissez premier, qui êtes un peu la tête d'affiche, numéro 1 du top 14, qui tapez, le Stade Toulousain en demi. Donc toi, tu as un statut qui est pas le même et justement le MHR a moins une bonne C'est dynamique, complètement mais différent. Ouais. Exactement. Ils ont su se resserrer au bon moment pour pouvoir faire la grosse performance qu'ils ont pu faire en finale, quoi. ouais. Comment tu le vis cette défaite en finale? Compliqué. Compliqué forcément parce qu'on avait travaillé dur
pour pouvoir y revenir. Tu sais jamais si tu y reviendras un jour, hein. Oui, c'est clair. Donc forcément dur à digérer, long à digérer, parce que forcément tu y repasses. T'as beau essayer de positiver, de passer à autre chose, ce souvenir-là, tu l'as et forcément tu l'auras toujours, quoi. Ouais. Tu vois, c'est marrant parce que l'histoire se répète quand même. Tu vois, par exemple, vous faites finale perdue avec Serge Milas en 2014. Attends, L'année d'après, arrive pas à digérer. Tu as l'équipe de France à la Coupe du Monde qui perd en 2023. Tu regardes l'année d'après, là, enfin jusque-là, la tournée d'automne, ça a mis presque un an. C'est pas ouais, comme si tu étais en deuil, mais tu vois, tu le. ouais, ben c'est dur, hein, forcément. Ouais, C'est dur parce que c'est des objectifs collectifs euh, et tu te dis que t'as pas réussi à le remplir, quoi. Et comme je te dis, est-ce que ça se représentera? Tu l'espères toujours, forcément. ouais, ouais. Mais ça, tu peux pas le savoir, quoi. À part peut-être à Toulouse, qui maintenant, Toulouse, Bordeaux, voilà, qui ont la chance de pouvoir le vivre très régulièrement. Mais nous, un club comme nous, quand tu y es, il faut gagner, quoi. Oui, c'est sûr. Mais tu Donc vois, quand même, je forcément, pense. quand tu n'y arrives pas, ça reste quoi que tu fasses. Et c'est C'est un sûr. processus assez long à se mettre en place et à, Ouais, et, et ouais, à c'est clair. pouvoir surtout le digérer, quoi. Ouais, c'est sûr. Et je pense que c'est quelque chose qui est pour l'instant pas encore maîtrisé par les équipes. Tu vois, que ce soit l'équipe Ouais, de France qui a galéré pendant un an, vous, c'est quand même dingue. Vous faites 21 matchs sans défaite à domicile. Bonjour, mademoiselle. Ça va? à là-bas, pardon. À toutes, on la porte. Merci. T'as combien? T'as 4 enfants? 4, ouais, c'est la quatrième. Ah, t'as fait 3 mecs et un gars? Grand mec, il est la dernière, ouais. La petite Margot. Quand vous avez réussi au final. Mais tu vois, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher parce que les équipes, elles n'arrivent pas bien à digérer et on attend toujours que le mec il performe parce que c'est un voilà, t'as performé, il n'y a pas de raison que tu reperformes pas, mais n'empêche qu'il a fallu un an à l'équipe de France pour reperformer. Vous perdez la finale, 6 mois après, Pierre-Henri Broncan, après avoir fait un an et demi d'un travail Ouais. extraordinaire, 6 mois après, merci, au revoir. Enfin, je trouve ça d'une dureté tellement. Après, c'est le business, hein, mais enfin, tu vois, j'ai l'impression que t'es obligé de passer par des phases de montée et de descente dans un club, dans une équipe nationale. Surtout que c'est hyper rapide, en fait, parce que si tu veux. À là-bas, vite. Allez, à là-bas. Parce qu'en fait, si tu veux, tu es en finale fin juin et un mois après, tu rattaques ta pré-saison, quoi. Donc, tu as tout juste le temps de prendre un peu de vacances, d'essayer d'évacuer que de suite, tu es reparti dans ce marathon qui est le Bien top sûr. 14 de préparation. Et pour l'équipe de France, c'est pareil. Et, et- Euh, et qu'est-ce qu'il faudrait tout faire du est- coup pour pas que ça se répète? Franchement, c'est compliqué parce que Tu vois? le calendrier est fait comme ça, le top 14, il y a tellement de matchs que tu peux pas faire autrement que ce soit comme ça. Mais les gars, faites-moi. Allez, non, elle va venir, t'inquiète. Il faudrait tout changer pour qu'il y ait. Mais c'est pareil. Comme je te dis, c'est tellement des déceptions fortes. Il faudrait énormément de temps pour pouvoir. Et ça, le temps, tu l'as pas Ouais, c'est ça. parce que ta compète reprend le dessus rapidement, quoi. Ouais, ouais, alors c'est peut-être un peu fort de parler de ça, mais il faudrait peut-être parler de, tu vois, de deuil, d'avoir un suivi en mode Ouais, comment on fait pour vraiment digérer l'échec. Toi, regarde même La Rochelle qui a gagné 2 fois le titre de champion d'Europe. Tu vois, là, ils étaient dans une phase là, et puis finalement, tu perds en finale contre le top 14, un truc dramatique face au Stade Toulousain à bien la sûr. dernière seconde, et bah tu le traînes comme un boulet les 2 saisons après. Parce que tu vois, tu l'as bien dit, c'est vraiment un deuil, quoi, pour le sportif. Voilà, t'es compétiteur, t'as envie de gagner, t'as envie de. Et là, t'échoues sur la dernière marche, l'ultime match qui te permet voilà, soit d'être là, soit d'être au fond du sac pour un moment, quoi. Exactement.
Et je pense Carrément. que des fois, il faut aussi accepter qu'il y a des saisons comme ça où tu es dans une période de transition et qu'il faut accepter de faire le dos rond et on se relancera et c'est peut-être une année où on peut, essayer d'autres choses, Ouais, bien sûr, bien sûr, lancer des joueurs. Je pense qu'il faut pas bien essayer, sûr. tu peux l'homme est pas une machine, tu vois? Il faut accepter que parfois, avec les émotions qui jouent en jeu, ça monte et ça descend. Ouais, Toujours est-il que depuis, il y a Jérémy Davidson qui est revenu au club, qui connaissait bien la maison. Je trouve que quand même, depuis le passage de Pierre-Henri Broncan, on a retrouvé beaucoup une identité, pas mal de jeux au CO, ouais. pas mal de mouvements, pas mal de sur les lancements de jeux, sur les choses comme ça. C'est quelque chose que tu sens qui a changé. Je trouve même l'intégration parfaite des nouveaux joueurs comme Goudiou, Jack Goudiou, Rémi Bagé. Enfin, tu vois, tout ça, ça se fait très bien. Je trouve qu'il y a une bonne dynamique depuis quelques années au CO. C'est vrai que depuis Pierre-Henry et David Darikara, l'approche, on va dire, offensive a un petit peu évolué. On déplace un peu plus le ballon, on arrive offensivement à le tenir un peu plus. Et chose un petit peu qu'on faisait pas forcément avant. Ça a pas mal évolué aussi dans le profil des joueurs qui ont été recrutés. Euh, et c'est vrai que maintenant, on a vraiment les capacités et les joueurs pour pouvoir offensivement essayer de tenir ce ballon comme on essaie de le faire là, depuis quelques saisons maintenant. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que c'est un cercle vertueux, tu vois, parce que du coup, ça rend un peu le CO un peu plus sexy, si je peux dire. Et du coup, tu as maintenant des nouveaux joueurs qui sont en train d'exploser, qui ont envie de venir au CO pour, tu vois, pour jouer. Voilà, Poplin, Bien sûr, Lebrun, Huleux, tout ça, c'est des joueurs qui sont des joueurs d'avenir et qui ont décidé de venir au CO aussi parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir jouer, que ça va jouer, qu'il y a du jeu, quoi. bien sûr. On est toujours, on a des bases fortes dans le sens où tout ce qui est jeu de pression, combat, c'est vraiment des valeurs fortes à ce club et ça change pas en fait. C'est Oui. notre socle, on va dire, mais on a réussi un petit peu à ouvrir un petit peu plus notre palette maintenant et à être aussi dangereux avec le ballon. Ouais, complètement, complètement. On va finir là pour cette partie du parcours. Tu as quand même, Xavier Sadourny qui a été, nommé pour les 3 prochaines années, l'entraîneur. Par rapport à toi qui arrive en fin de carrière, on peut le dire, comment c'est quelque chose que tu vois? Tu te vois encore jouer? Tu te vois arrêter? Si tu te vois arrêter, je sais que tu es pas mal investi en tant qu'entraîneur, chez les jeunes au CO, Ouais. même super investi. Comment tu vois l'avenir? Ouais, c'est vrai que l'arrivée de Xavier, moi c'est Xavier, je l'ai vu en tant que coach au Loup la première année à Lyon. D'accord. Donc c'est quelqu'un que je connais. Je connais un petit peu sa philosophie. Il est passé aussi chez les jeunes du côté de Clermont. Donc, c'est quelqu'un voilà, qui va faire énormément de bien, je pense, au club. Moi, maintenant, pour revenir à moi, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? C'est encore un petit peu flou dans ma tête. Mais c'est vrai que depuis quelques années maintenant, j'ai commencé à devenir éducateur à l'école de rugby chez les jeunes. Cette année, j'ai la chance d'être entraîneur des Crabos ici à Castres. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me plaît et dans lequel je prends énormément de plaisir. C'est, c'est très différent du terrain parce que tu essaies d'apporter des billes, mais au final, tu peux pas l'appliquer. T'es impuissant dans le sens où tu peux rien faire, quoi. Et, et c'est, ouais, le rugby pour moi, c'est une vraie passion. C'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose qui est en moi. Donc, le fait de pouvoir le retranscrire sur ces jeunes joueurs, c'est quelque chose qui me plaît. Et pourquoi pas avec des joueurs professionnels par la suite? Et pourquoi pas par la suite, ouais, bien sûr, avec des joueurs professionnels, ouais. Trop bien, génial. Hem, il y a un sujet que je voulais évoquer quand même parce on l'a évoqué avec Romain Thollet et on était tous complètement d'accord. On l'a évoqué aussi avec Guillaume Garrigue, tu vois? Avec qui j'ai fait un podcast, Ouais, il y a un mois. Je trouve c'est un avis personnel, mais qui était partagé entre 2018 et 2022, pendant 3-4 ans,
je pense que tu es sans essayer de te vanter, le 15 le plus régulier de top 14 sur 2-3 saisons. Où vraiment tu marchais sur l'eau. En plus, tu étais dans tous les bons coups, tu marquais, tu scorais, voilà. Guillaume me disait, pour lui qui comprend toujours pas comment en 2019 t'as pas pu être élu joueur de l'année. Euh, et Romain Tollet, il me disait qu'il comprend pas comment c'est possible que sur ces 3-4 années, tu même pas eu une convocation dans l'équipe de France sur une tournée estivale, sur une tournée d'automne. Alors, sans rentrer dans des débats polémiques, déjà, comment tu l'as vécu? Et vas-y, réponds déjà à ça, on voit après. Moi, je l'ai vécu, c'est sûr que tu donnes forcément tout pour y être, hein, quand tu commences à évoluer en top 14, quand tu commences à être performant, forcément, tu y penses. Quand on commence un petit peu à sortir ton nom, tu te dis pourquoi pas. Donc forcément, tu as des déceptions, forcément quand les listes tombent mais que tu n'y es pas. Mais, mais moi, au fond de moi, j'aurais tout fait et, euh, et j'aurais tout donné pour essayer d'y être, quoi. Je me suis Ado, donné cette chance, tu vois, de pouvoir, pourquoi pas y être. Maintenant, elle est pas arrivée et puis voilà, quoi. pas de regret. Euh, Pas de regret, forcément si. Euh, mais euh, mais c'est plus, ouais, c'est plus de mon sort, quoi, tu vois. Oui, tout à J'ai fait. essayé de tout contrôler, ce que je pouvais contrôler pour essayer d'y parvenir. Maintenant, c'est pas arrivé. Et puis, ben, c'est comme ça, c'est que ça devait pas le faire, quoi, tout simplement. En lien avec ça, tu as un aspect qui est fondamental quand même. Enfin, je suis persuadé que si tu as ce niveau de jeu entre 2018 et 2022 et que tu joues au Stade Toulousain, tu y es en équipe de France. Est-ce que le fait de jouer au CO fait que tu as moins de chances d'être appelé en équipe de France? Franchement, je sais pas. C'est difficile. Avec Romain, on dit oui. Je pense pas. Mais c'est vrai que on est moins à la lumière, peut-être que d'autres clubs, tout simplement. Le club aime travailler un petit peu comme ça dans l'ombre et pas forcément être exposé. Est-ce que ça joue aussi pour ça? C'est vrai qu'on a eu fait des saisons, je me rappelle cette saison du titre, hein. Je crois qu'à la fin de la saison, on n'a que Mathieu Babillot qui part en tournée, alors qu'il y avait des joueurs qui avaient fait des saisons extraordinaires. Je me rappelle, il y avait Armand Baïla, Antoine Tichit qui avait été tout simplement énorme sur ces saisons-là et qui n'ont pas non plus été. C'est Donc, simple. J'ai regardé, tu vois, sur les tournées d'été, qui sont en plus des tournées où, en général, tu peux voir un nombre plus important. Comme tu le dis, quand le CO est champion, il y a un joueur qui appelle en équipe de France, c'est Mathieu. Toulouse, 10 joueurs après qu'il soit champion. La Rochelle, 5 joueurs. L'UBB, pareil, 5 joueurs. Donc, tu as quand même à un moment donné un effet. Alors, est-ce que c'est lié au fait que, en effet, pendant pas mal d'années, le jeu du CO était assez restreint? Il était un peu moins mis en évidence que sur les dernières années, là, les 3 dernières, comme on en a parlé. Et que du coup, c'est sûr qu'une équipe qui joue un peu moins, elle se met peut-être un peu moins en valeur au niveau des, tu vois, des ralentis. Peut-être que ça joue. Je sais pas. En tout cas, il y a, tu vois, quand c'est tellement gros comme ça peut pas être juste un hasard. Bien sûr. Après, j'espère que l'image du CO, je pense qu'elle commence un petit peu à changer quand même Complètement. dans le regard des gens, dans le regard des spécialistes. Donc, j'espère qu'elle va continuer à aller dans ce sens-là et qu'on aura la chance tout simplement d'avoir pas mal de joueurs appelés en équipe de France. On en a eu certains qui sont partis cet été et j'espère que ça en appellera d'autres. On a beaucoup de joueurs très jeunes à fort potentiel. Donc, j'espère qu'on va continuer de bosser comme on le fait maintenant depuis quelques temps et que ces joueurs-là auront la chance un jour de pouvoir revêtir le maillot bleu, quoi. C'est tout Ouais. le mal que je leur souhaite et que je nous souhaite aussi, parce que forcément, quand tu as des joueurs appelés en équipe de France, c'est que forcément les résultats et le travail du club est forcément positif, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Et je pense que ça va venir par là qu'on parlait du CO qui commence à devenir un petit peu sexy, où il y a plein de jeunes joueurs qui vont exploser, qui veulent exploser à Castres. Et eux, si ça joue, et si, ils vont finir en équipe. Et j'aimerais bien, tu vois, qu'un Rémi Bagé ait quelques sélections en équipe de Bien France, sûr, tu vois. Et le fait qu'il ait choisi le CO, qu'il performe au CO et qu'il soit sélectionné, je pense que ça fait partie aussi de ce changement un petit peu pour changer les choses. bien sûr, je te dis, on a plein de joueurs pétris de talent. Tu l'as dit, il y a Rémi, il y a Natuleux qui a réussi à faire la tournée l'année dernière.
Théo Chabouni qui est très très bon à l'arrière. Il y a Adrien Séguré au centre qui pareil, évolue énormément. Il y a Louis Lebrun qui est souvent dans les listes aussi, pour parler des joueurs derrière. Donc j'espère que, voilà, comme je te l'ai dit, on va continuer, mais comme on peut le faire depuis quelques années maintenant, et qu'ils auront la juste récompense de leur travail, quoi. Ouais, complètement, complètement. Une autre question avant vraiment qu'on passe aux skills. Tu une longévité assez incroyable. Tu as eu quasiment, là, peut-être l'année dernière un petit peu, quasiment zéro blessure en 20 ans de carrière. Ouais. Comment tu l'expliques? C'est juste, la chance, la génétique ou c'est une hygiène de vie quand même assez importante? Parce qu'en plus tu as Euh, 4 enfants. Enfin, je sais que moi, depuis que j'ai eu mes 2 ouais. enfants quand même, tu as le sommeil qui diminue, tu tu vois? Ça impacte quand même. Comment tu as fait? Et je pense que c'est un peu tout. Forcément, l'hygiène de vie qui rentre en compte, d'autant plus maintenant, depuis quelques années maintenant, parce que bon, je suis plus tout jeune. Et après, voilà, j'ai eu la chance de musculairement, j'ai jamais trop eu de lésions musculaires. Donc tout ce côté déchirure, j'ai jamais trop eu. Donc tout ça, j'ai été épargné par ça. Et après, les grosses blessures, ben voilà, j'ai eu la chance mais de passer à côté. Ma plus grosse blessure, ça a été une opération des adducteurs après l'année du titre où j'avais énormément joué, je sais plus. Et voilà, ça a commencé à fatiguer, pubalgie et opération. Mais c'est vrai qu'après, voilà, j'ai eu des blessures comme un petit peu comme tout joueur de rugby maintenant, hein. C'est un petit peu notre quotidien. Un mois et demi, 6 semaines à 8 semaines d'indisponibilité. Et c'est vrai que des longues convalescences, j'ai eu la chance de ne pas en connaître. Donc, ouais, c'est un ensemble de tout. Mais c'est vrai que tout ce qui est sommeil, hygiène de vie, c'est un facteur sur lequel je suis très strict envers moi-même. OK, OK et à un moment donné, il y a pas le choix que de cette un peu cette on parlait de rigueur Ouais, tout à l'heure. forcément, parce que les entraînements sont durs, les matchs sont durs, il faut récupérer. Tu récupères forcément moins vite, hein. Donc tu essayes de récupérer mieux. Et pour ça, enfin, tu connais un petit peu, c'est enfin, tout ce qui est sommeil et hygiène de vie est hyper important, quoi. Bien sûr, sommeil, nutrition, Alors voilà, forcément, c'est des concessions. C'est, mais si tu veux réussir, je pense que c'est primordial maintenant, pour être c'est sûr, performant, c'est primordial. c'est une Primordial. évidence. Avant, tu pouvais, je pense, euh, être moins assidu, être moins. Mais maintenant, tu peux plus, quoi. Je suis d'accord. Tu peux plus. C'est le sport est devenu tellement exigeant et Ouais, tu vois, ouais, on vraiment. on parlait tout à l'heure de rigueur et de voilà, à un moment donné, si tu as des objectifs, faut aussi mettre les choses en face Bien sûr. pour les faire. Après, chacun, voilà, chacun est libre de faire. Tu vois, quelqu'un qui n'a pas besoin de dormir beaucoup et qui arrive à être performant, mais s'il est comme ça et qu'il y arrive, tant mieux. Mais moi, je sais que j'ai besoin de me coucher tôt, de récupérer, de bien manger pour pouvoir récupérer, enchaîner les entraînements et essayer d'être performant le week-end, quoi. Ouais et performer à 38 ans. Ouais, Tu vois, LeBron James, moi j'aime pas mal la NBA, il dort, entre 9 et 10 heures par nuit, toutes les nuits, tu vois? ouais, voilà, Et pour lui, c'est le secret de sa longévité. bien sûr. Donc à un moment donné, il y a pas de fumée sans feu. On va plonger rapidement dans tes skills. Comme je disais en introduction, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce côté prise de décision. On va commencer par quand tu récupères, par exemple, un jeu au pied, d'occupation, tu es en contre-attaque. Hem, Ce qui m'intéresse, moi, c'est que tu as très peu de temps pour prendre une décision, pour, réinverser avec du jeu au pied de pression, pour aller contre-attaquer. Est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu essaies de regarder la défense avant même le coup de pied? Est-ce que stratégiquement tu as préparé ça à l'avance? Ouais, avant le jeu au pied, je regarde la défense. Je regarde quel joueur est positionné où sur le terrain. Euh, R1, R2, R3, tu fais un scan complet? Plutôt R1 au départ parce que forcément. Après, ça dépend quel type de jeu au pied. Si tu reçois un jeu au pied haut du demi-mêlée, sur un long ruck par exemple, là je regarde un petit peu la ligne de chasseurs qui se compose.
qui la compose, à quel positionnement, avant de recevoir mon ballon. Comme ça, je sais que quand j'ai le ballon, ma décision dans ma tête, elle est déjà prise, quoi. Si je vois que j'ai un pilier à droite qui est avec son ailier et que j'ai toute la ligne de chasse formée de troisième ligne centre ailier, je vais aller attaquer le pilier qui se trouve à droite, par exemple. Et ça, du coup, tu l'as analysé avant même le Ça, box c'est des kick? infos que j'essaie de prendre avant. Et après, tout ce qui est espace sur le R3, c'est pendant l'échange de jeu au pied. Et après, suivant les équipes que tu joues, tu sais un petit peu leur stratégie de jeu dans le sens où qui tape, qui reste, qui couvre. Donc, des fois, quand il y a pas mal d'échanges, au bout d'un moment, tu sais que s'il y en a un qui se trompe, c'est à ce moment-là qu'il faudra saisir l'opportunité. OK. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Après, c'est beaucoup de communication. Ouais. On essaie de beaucoup parler entre les 10, les 15, les ailiers. On essaie chacun de regarder les espaces et de pouvoir guider le mec qui va donner le jeu au pied, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, c'est plus facile quand tu réceptionnes le ballon, quand on te dit il n'y a personne à droite, il n'y a personne à droite. Toi, tu prends ton ballon, tu sais, tu fais confiance au copain à côté. Et c'est beaucoup plus facile. Tu as juste à te concentrer techniquement sur ton jeu au pied pour, euh, pour pouvoir trouver l'espace, quoi. Ouais, bien Mais, sûr. moi, c'est toujours une notion d'espace que je recherche. Ouais. Je Je suis un joueur d'espace, j'aime l'espace, j'aime les décalages. Et c'est ce que j'essaie toujours de rechercher dans mes prises de décision. OK, très clair. Avec en plus, si tu as pu voir un mismatch avec un avant qui Exactement. traîne là-dedans. Forcément, de suite, le choix, il est pas forcé, il est naturel et voilà, il faut jouer. Chacun joue avec ses forces et faiblesses. Ouais, bien sûr. Et est-ce que tu dis dans ta tête, par exemple, tu as repéré qu'ils avaient fait un mauvais replacement, petit côté, où il va y avoir le box kick, il y a un pilier qui traîne par là, tu récupères la balle, tu te dis: «OK, je vais quand même attaquer, par exemple, centre du terrain pour aller le rechercher là-bas». Tu Exactement. J'essaie toujours un petit peu de feinter, soit par le regard, soit par une feinte de passe, soit par un appui, mais toujours essayer d'amener les défenseurs d'un côté et toi pour aller forcément dans l'espace que tu souhaites attaquer. ouais, donc ton espace, en fait, tu l'attaques pas directement, tu vas la Non, chercher ailleurs c'est pour aller y souvent, retourner. souvent exactement, c'est souvent avec une forme un peu de malice, hein, Bien sûr. essayer de tromper encore plus l'adversaire là-dessus, quoi. Ouais, bien sûr. Ça, je pense, c'est un grand changement et c'est ce qui fait la les ceux qui ont les meilleurs steps, finalement, c'est pas ceux qui ont les steps les plus puissants, c'est ceux qui savent les camoufler jusqu'au dernier moment. C'est ça, exactement. Et tu vois, par exemple, je pense à Chelsea Colby là, alors pas du tout dans le même registre, très, très proche de la défense, mais quand il a ses 2 appuis là, un peu patte écartée, quand il réceptionne de son petit saut là, tu aucune idée d'où il va partir. Et le problème, c'est que j'ai pas ces appuis-là. Donc si tu veux, moi, j'essaie de jouer différemment, quoi. Bien sûr. En fait, avec l'anticipation et ton temps de réaction, c'est sur ça qu'en fait que tu peux, oui ou non, réussir un surnombre, un petit côté, un espace à attaquer. Ouais, bien sûr. J'essaie plus de jouer là-dessus que sur forcément Proche ma force proche, d'appui. ouais, Ma ultra force proche des d'appui, quoi. défenseurs. Et du Je coup, toi, préfère jouer tu loin de l'adversaire. Moi, je suis plus quelqu'un qui joue un peu plus loin de la un peu plus défense. loin. Donc tu Exactement. finalement, tu vas le travailler assez tôt, ton défenseur, si tu veux jouer un duel Exactement. contre lui. Moi, je le travaille plus tôt qu'au dernier moment, comme peut le faire Colby, quoi, quand il arrive à 1 mètre de toi et que tu sais pas s'il va aller à gauche, à droite. Ouais, bien sûr. Ou alors comme un Louis Bielbarré là, qui est capable de faire un KDM dans un espace de 1 mètre sur 1 mètre, quoi. Exactement. Et Exactement. et comment dire? Du coup, tu es obligé de prendre les décisions vraiment encore plus tôt? C'est ça, moi, que je respecte énormément, c'est que quand tu attaques loin ton duel, bah, forcément, des fois, il faut même que tu aies pris ta décision avant même la prise de balle, que limite tu te sois décalé sur le temps de vol du ballon. Hem, Comment tu prends ces décisions-là un petit peu? Tu essaies toujours encore une fois de là, disons que tu es dans une position de 15, vous avez la possession du ballon. Tu vas pareil scanner ton défenseur, tu as déjà pris ta décision avant d'avoir pris ton ballon? Ouais, souvent. J'essaie de l'anticiper, en fait. En fait, ta décision, plus tu arrives à l'anticiper, je trouve meilleur tu seras dans la situation, quoi. Après, forcément, il y a des situations où tu peux faire le bon choix sur un laps de temps très réduit. Mais c'est différent dans l'approche qu'une situation où tu as un peu plus le temps de voir l'espace, voir les défenseurs, voir l'espace que tu vas attaquer. Et cette prise de décision, plus tu l'as tôt au final, plus c'est facile de la prendre.
Ouais, Donc complètement. moi, j'essaie vachement d'analyser la situation, bien avant d'avoir le ballon, quoi. OK, ouais. Tu vois, c'est marrant, ça rejoint Et je pense que le fait, par exemple, d'avoir joué 10 là-dessus, ça m'aide beaucoup dans ce changement 10-15 qui est maintenant, très complémentaire dans les équipes. On se retrouve toujours nous, le 2e réceptionneur après le 10 dans le dos des avants et ce temps d'analyse que je peux avoir quand je suis en 15, le fait d'avoir joué 10, je pense qu'il m'a pas mal aidé, sur des prises de décision, quoi, en fait. ouais, ouais, bien sûr. Bah, c'est Hugo Lloris qui me disait là, lui, son passage entre les quand il est champion du monde du 20 ou qu'il joue en espoir et maintenant le top 14, c'est vraiment la vitesse de prise de décision. C'est ça qui change tout Bien et c'est sûr. ça qui le met en difficulté d'ailleurs et c'est là-dessus que ça joue. Ouais, forcément. Ta prise de décision, plus tu la prendras tard, plus c'est difficile de la réaliser et si tu arrives à l'anticiper de par ta vision, de par ton placement, forcément le coup, il est plus facile après Ouais, c'est clair et à puis tu jouer, vois je trouve. ouais, c'est ça et je trouve que tu vois, ça répond à une problématique où beaucoup d'entraîneurs et d'éducateurs te disent, «Soyez en lecture de jeu, soyez en lecture, soyez en lecture». Mais souvent, en fait, tu travailles trop tard la lecture de jeu. C'est-à-dire que toi, en fait, tu fais ta lecture de jeu, tu as pas encore le ballon et souvent quand Exactement. on te dit: «Mais regardez devant vous», mais en fait, ta défense, elle est à 1 mètre ou 2, c'est trop tard C'est très dur. C'est là et où ou je alors trouve oui, le temps voilà, de faut un décision, talent exceptionnel. ouais, voilà, après, il y a des joueurs qui arrivent à faire les bonnes décisions, ça va très nous, on a Jack Goudiou qui, sur ses prises de balles, sur ses courses, il a cette faculté de faire la bonne décision au dernier moment mais c'est hyper dur. C'est, moi, je sais que je préfère forcément, ça, c'est important parce que tu as des situations où il te faut faire le bon choix quand tu as la défense très proche, mais au plus tu peux anticiper ce choix, au plus la réalisation, je trouve, elle est facile, quoi et Ouais, tu sais, je suis d'accord. avant d'avoir le ballon, ce que tu dois et ce que tu veux et ce que tu dois surtout faire, quoi, pendant l'action. Ouais, ça et après, je pense que c'est toujours plus simple de partir là-dessus, savoir ce que tu veux faire, quitte à Et après, changer tu t'adaptes, un petit bien truc sûr, parce que ça tu t'es adapté, mais pas en exactement, disant: «Je réceptionne la balle, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire et j'espère que la solution viendra toute seule comme par magie». exactement, Et je pense que ça, le nombre de fois où on dit: «Ah moi je veux qu'on soit en lecture de jeu, je veux pas qu'il y ait de prédécision», on dise: «OK d'accord, mais ça se travaille avant la prise de balle finalement», c'est ce que tu nous dis? complètement. OK. Est-ce qu'il y a des décisions qui sont prises à l'avance, même stratégiquement? Tu vois? J'ai cette image, par exemple, de l'Irlande qui, pas mal de fois, sur des renvois au 22 ou des renvois en but, venait d'abord attaquer le terrain, voulait pas forcément chercher l'espace, pour après, sur un second temps, avoir une combinaison où, tu vois, je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, Six Nations, ils nous avaient Ouais, percé plein cœur, ouais, heu, totalement. sur un deuxième temps. Est-ce que des fois, ça vous arrive de faire des relances, des contre-attaques, depuis le fond du terrain avec deux trois temps de jeu? Ouais, bien sûr. Parce que maintenant, en fait, sur le premier échange de jeu au pied, ça devient très difficile de trouver des espaces parce que les défenses, elles sont de mieux en mieux en place. Les mecs, ils montent de plus en plus vite sur toi. Tu as moins d'espace. Donc, c'est régulier que tu veuilles toucher ton porteur de balle pour te faire avancer milieu de terrain. Et à partir de là, tu as le choix forcément des deux côtés de terrain qui s'ouvrent à toi. Donc, est-ce qu'ils sont montés avec les deux centres d'un côté? Tu vas inverser pour attaquer des mismatchs, comme on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont splitté les deux? Tu en as un de chaque côté, donc forcément, tu as les deux côtés que tu peux attaquer. Euh, les contre-attaques qui réussissent maintenant, c'est souvent après plusieurs échanges de jeu au pied. Ou alors, c'est sur un appui où le mec il a mis un gros step, un gros appui très fort et le plaquage a été raté, ça break. Mais les espaces maintenant, ils sont régulièrement, souvent, un petit peu dans le désordre, quoi. Quand il y a Ouais, bien beaucoup sûr. d'échanges de jeu au pied, que le replacement il n'est pas fait comme initialement avec les joueurs rapides à l'extérieur, les avants, enfin. Ouais, ouais, c'est ça Et, et c et c'est pour ça que même sur les contre-attaques, des fois, tu peux prévoir un, deux, trois temps de jeu en attaquant ce milieu de terrain pour essayer après d'aller attaquer une zone un peu plus libre sur deuxième ou troisième temps. Ouais. ouais, ouais, très intéressant. Justement, en parlant de ce ping-pong rugby là, qu'est-ce qui te fait dire, à un moment donné, «J'y vais, je relance»? Il y a eu trois quatre allers-retours d'échanges. Est-ce qu'à un moment donné, c'est bon, allez, on va relancer parce qu'on veut la possession, on veut la main sur le ballon? Ou est-ce que non, non, moi je continue? Tu vois, est-ce que c'est l'entraîneur qui te dit: «Nous, on rend la possession, on la veut pas la balle» ou toi qui vois juste un mismatch, c'est vraiment ça? Ouais, exactement, c'est toujours la situation, quoi.
soit tu vois un mismatch, soit tu vois que la défense, ben, dans son organisation, tu as laissé des espaces et tu les attaques, soit une mauvaise réalisation du jeu au pied adverse, par exemple, où tu as gagné du territoire, tu as gagné du terrain, et tu réceptionnes le ballon aux 50 mètres, même s'il n'y a pas d'espace, forcément, c'est le moment de porter et de gagner le plus de mètres possible pour te retrouver avec une position dans le cadre adverse, quoi. Ouais. Est-ce que Mais par moment, c'est vrai qu'il faut 3, 4 échanges avant que ce moment-là puisse arriver. Ouais, complètement. Est-ce que ça vous est arrivé? Je voyais pas mal de fois où sur les contre-attaques, les avants, surtout souvent en Nouvelle-Zélande chez les All Blacks, levaient la main pour s'identifier et Ouais, pour qu'en fait le 15 en face aille jouer dans ces zones avec les joueurs en face, sans faire d'écran bien sûr, mais je rien que leur présence permettait bien sûr. de gêner un petit peu la défense. Mais avant, tu pouvais le faire, mais maintenant, avec cette nouvelle règle des escortes, tu n'as plus le droit de pouvoir te présenter face à un mec, gêner la course. Et c'est vrai qu'avant, il y a maintenant ouais, 3, 4 ans, c'était des choses qu'on travaillait à l'entraînement. Ouais, Vraiment. Pardon. pas de souci. C'est vraiment des choses travaillées où le défenseur passait devant l'attaquant, te levait la main, par exemple, à droite, toi, t'attaquais ton. Et hop, rien qu'en se tournant, en fait, il faisait une sorte d'écran du mec, Bien sûr. et toi, ça te laissait un espace à attaquer. Mais c'est Donc vrai que maintenant, avec les retours vidéo, les arbitres font de plus en plus attention au changement de direction ouais, bien sûr. du défenseur sur ce genre d'action, et tu peux plus le faire, quoi. D'accord, mais est-ce que toi, C'est vrai qu'à un moment donné, sans qu'il t'indique quoi que ce soit ou qu'il fasse de gestes, c'est quelque chose que tu peux aller chercher? Tu dis: «Ouh là, il y a du trafic, je vais aller jouer là-dedans»? ouais, voilà, bien sûr. Après, quand il y a du trafic et tout ça, ça devient difficile pour le défenseur. Tu as des infos un peu partout et forcément, ça peut devenir une zone fragile dans laquelle on peut trouver très vite de l'avancée, quoi. Ouais, bien sûr. Hem, il y a, est-ce à quel point un temps fort ou un temps faible de ton équipe influence tout ça? Est-ce que, bon, il y a de la com, on te dit: ça joue à droite», mais si vous êtes en temps faible et que toi tu veux juste, renverser la pression, tu vas là-dessus. Tu vois, à quel moment, le momentum d'un match te influence tout ça? Ouais, c'est ça, bien sûr, les temps forts et temps faibles. Il y a des matchs où sur 10 ballons de relance, tu en relances un et tu fais 9 chandelles. Parce que tu sais que sur le jeu au pied haut, il y a de l'espace entre le R1 et le R3. Et nous, c'est notre qualité, les ballons hauts, on adore ça. Et du coup, on a plus de chances, des fois, de taper une chandelle et essayer de réceptionner ce ballon-là, que d'aller tenter une contre-attaque et forcément peut-être de te mettre en danger ou de perdre le ballon. Et c'est là où c'est vraiment stratégique, hein. C'est pas qu'on veut pas contre-attaquer ou qu'il faut peut-être pas, mais euh, moi je trouve que c'est jouer au pied de pression. Quand tu le maîtrises, c'est une vraie arme et pour passer le premier rideau défensif et essayer de trouver de l'avancée, quoi. Ouais, Alors forcément, des fois, les gens, ils aiment pas ça et ça siffle un peu parce qu'il n'y a pas de spectacle. Mais, euh, mais le rugby, voilà, c'est un sport stratégique où il te faut attaquer les espaces par la main ou par le jeu au pied, ouais, qui est pour puis moi ultra important dans la réussite d'une équipe. ouais, et puis demande à l'Afrique du Sud, hein, ce qu'ils en pensent. À un moment donné, ils sont champions Alors du monde, hein. forcément, c'est pas le jeu le plus beau à voir, mais ça gagne, quoi. Oui, c'est ça. Puis après, tu vois, on Euh, parlait tout à l'heure des statistiques et de la balance bénéfice-risque entre, prendre 3 points, aller en touche ou jouer la pénalité à la main. Là, bon, si tu gères ton voilà, au pire, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, bah, il récupère la balle, tu leur as mis la pression, tu as avancé de 20 mètres, voilà. Que si tu relances de tes 22, que bien tu sûr. tentes une contre-attaque et que tu te fais gratter la balle, bah, là, c'est soit un essai en contre, soit 3 points, quoi. L'année où on finit, euh, l'année où on finit premier de top 14, on a retrouvé les stats, et je pense qu'on est l'équipe qui met le plus de jeux au pied de top 14 Ah ouais? et au niveau de territoire, gain de territoire, occupation, qui gagnons le plus de l'occupation. Ouais. Ah, Donc, c'est des stats, mais
Mais quand on regarde maintenant l'équipe de France, il y a beaucoup de jeux au pied. Toulouse, malgré le jeu de même, bien sûr, qui est ultra important chez eux, ils mettent du jeu au pied. Il y a, il y a plus d'équipes qui contre-attaquent tous les ballons, qui Sûr, essaient de garder cette possession tout le temps. Euh, c'est clair. c'est des moments, c'est comme on l'a dit, des temps forts, des temps faibles. Et c'est là où il faut prendre la décision, ben, forcément la bonne, entre le jeu au pied ou la contre-attaque. Ouais, tout à fait. Et tu vois, tu me parlais de l'équipe de France, elle a jamais été aussi forte, cette équipe de France, que quand elle avait une stratégie de dépossession complète C'est et sûr, qu'elle était létale avec une défense incroyable et des flèches. C'est comme ça qu'on rebat les Blacks bien sûr. à la tournée d'automne. Ouais, c'est clair. Euh, T'as quand même ton poste, il a beaucoup évolué avec cette règle des 50-22, avec, tu le disais, Ouais, maintenant 10 et 15 qui ont des rôles tellement complémentaires parce que souvent ils se retrouvent dans le R3 à défendre tous les deux. bien sûr. On a quasiment plus de bascule avec les ailiers. Ouais. Euh, tu l'as déjà, est-ce que c'est vraiment le cas? Et ensuite, qu'est-ce que tu en penses de ces nouvelles règles? Parce qu'elles ont eu un impact assez énorme finalement sur le jeu. Elles ont beaucoup modifié le jeu, peut-être un peu trop. Donne-moi ton avis. Ouais, il y a plus d'équipes qui quasiment qui couvrent le R3 avec arrière ailier, 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 arrière ailier. Sur les premiers temps, forcément que oui. Mais maintenant, beaucoup d'équipes, après un temps de jeu, le 10 se retrouve derrière dans la bascule avec le 15. Ça, ça a pas mal fait évoluer notre jeu, ouais, comme tu dis. Les ailiers maintenant sont beaucoup plus dans la ligne défensive et peuvent vraiment avoir ce rôle défensivement de pouvoir monter. en Ou rush. avant, quand tu te bascule, par moment, tu pouvais toujours être un petit peu entre deux et tu avais ce décalage qui se fait. Maintenant, sur la couverture du terrain, c'est compliqué de trouver des espaces par le fait que tu as déjà deux mecs positionnés sur le R3. C'est là où il faut être un petit peu malin, essayer de ruser l'adversaire pour pouvoir trouver des espaces et trouver le sol, comme on dit, sur les jeux au pied, pas forcément directement le joueur adverse, mais ça a pas mal fait évoluer euh, stratégiquement, on va dire, le rugby, ouais. Ouais, complètement. C'est dingue de se dire ça, mais involontairement, le 50-22 a favorisé les défenses rush. Je pense que c'était Ouais. un truc qui n'était pas du tout prévu, mais ça a fait ça. L'évolution autour de tout ça, tu trouves qu'elle est positive ou négative? Toi qui as connu les deux. Euh, c'est différent. C'est différent. Après, comment dire, c'est pas parce qu'une équipe défensivement met beaucoup de pression que tu peux pas porter le ballon et essayer de trouver les espaces à la main, tu vois. Ouais, C'est sûr que ça demande de l'adaptation, de la profondeur, mais au contraire, une équipe qui se livre, tu peux vite ou rapidement la mettre en difficulté dans tout ce qui est couloir des 15 mètres, tu vois. ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est différent. C'est sûr que la couverture du terrain, elle est mieux faite avec le 10 et l'arrière parce que tu es déjà en place, tu communiques beaucoup, c'est deux postes similaires. Et Je trouve que le travail de couverture du 15, qui était un vrai métier avant, pour couvrir tout le terrain tout seul, où il fallait rester illisible par rapport au 10, laisser des zones libres, mais sans jamais trop être libre, tu vois, c'était vraiment quelque chose de très 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 complexe. Bah, ça a enlevé ça, parce que maintenant tu es deux ouais, en couverture. Et ah, moi je regrette un peu, toi, moi j'ai joué 15 aussi, et tu vois, c'est Hugo Reus qui me disait Brice Dulin il est trop fort parce qu'il est illisible. On ne sait pas quelle zone il couvre. ah Tu vois. ouais, complètement, complètement, Et ça, avec des R3 à deux personnes, bon, bah, t'as plus ces problématiques, en fait, un peu moins. bien sûr. Euh, Dernière chose, au niveau des skills, quand tu as marqué beaucoup d'essais où tu es en soutien, où tu vas finir les coups un peu comme un neuf, tu vois, qui suivrait l'intérieur, ça a vraiment été ta force pendant de nombreuses années, comme cette demi au Stade Toulousain. Comme, tu les sens, ces choses? C'est juste instinctif, tu essaies de toujours faire l'effort d'être au soutien parce que tu... Voilà. Moi, tu vois, j'avais un problème, c'est que j'étais toujours soit trop tôt, soit trop tard. Toi, tu es toujours dans le bon timing. Donc, dis-moi un peu ta vision là-dessus. Ouais, pareil, c'est l'anticipation, quoi. Quand tu vois que tu es d'un côté et que le ballon part de l'autre, suivant la situation où tu peux voir le décalage ou pas. Et c'est à ce moment-là que ma prise de décision est faite pour changer ma trajectoire de course, Ah, d'accord. pouvoir anticiper un petit peu ce break-là
pour me retrouver forcément dans un espace libre Ouais. pour finir, quoi. Donc t'attends pas que le mec il break. Tu te dis: «Là, il va peut-être breaker parce que moi j'ai scanné la zone Exactement. et j'ai repéré le futur break, donc j'y vais Ouais, pour être premier. c'est ça, exactement. Quitte à délaisser un peu ta zone et ton poste? Et tu auras forcément si ça break pas, il y a du monde autour de lui, tu auras forcément le temps. Après, c'est sûr que ça demande des efforts, sans ballon, de travail sans ballon, mais c'est quelque chose qui est maintenant hyper important. Pouvoir faire ces petits efforts invisibles, mais qui au final te permet d'avoir ce décalage ou pas, quoi. Ouais, complètement, complètement. C'est Et cette c'est nous, cette on met beaucoup demi-seconde qui change tout. l'accent, on met beaucoup l'accent, et Xavier met beaucoup l'accent là-dessus, sur ce travail sans ballon chez les trois quarts avec des ailiers qui dézonent pour à un moment donné, tu peux faire 3 allers-retours, tu vas pas avoir le ballon, mais au quatrième, et ben voilà, le décalage il sera fait, quoi. Ouais. Et tu auras été au bon endroit pour pouvoir jouer ce décalage. Mais ça demande une condition physique, complètement dingue Ouais, ouais, mais pour être ça partout devient tout le temps. hyper important. On le voit de plus en plus, des mecs qui dézonent, qui viennent attaquer d'un côté, c'est pas bon, tu as toute la ligne de 3 quarts qui repart de l'autre, jusqu'à trouver ce fameux espace et cette fameuse opportunité. Ouais, c'est ça. J'ai cette image de Rémi Bagé qui au centre du terrain avec les gros contre Ouais, les books, exactement. qui force presque la décision sur un rasant, Ouais, non, mais c'est ça, si tu veux, Rémi, il est un peu comme ça. Il il a cette capacité à voir les choses aussi. Il est il est à fond rugby, il pue le rugby et ça, c'est quelque chose aussi qui fait très bien et qu'on nous demande aussi à Castres, donc on est beaucoup là-dedans ouais, et ça fonctionne en plus, ça paye. et ça Et fonctionne, ouais. et je pense qu'en plus tu prends un plaisir dingue à c'est du rugby quoi, vraiment c'est du rugby, Ouais, ouais, complètement. Et cette notion de faire travailler cette défense pour, à un moment donné, bam, tu prends le bon choix pour trouver ce fameux décalage qui peut arriver par moment qu'une fois par match, une fois, 2 fois. Sûr ouais, qu'il y a c'est des ça. matchs où, tu vas plus breaker, tu vas être dans l'avancée et tu vas avoir ce genre de situation à jouer. Mais par moment, elle vient au bout de 8, 9, 10 temps de jeu et ces efforts-là, ils payent qu'à partir de ces temps-là. Donc, c'est quelque chose qui devient très important dans ce rugby moderne, je trouve. Ouais, complètement, et qui sera capable de faire ses efforts invisibles au 10e temps de jeu quand il y a un break. Bien sûr. Qui c'est qui t'a inspiré à ton poste? Ah, j'ai, au poste de 15, à l'époque, j'aimais beaucoup Clément Patroneau. Mmh. Clément Patroneau dans sa façon d'attaquer les intervalles, dans sa façon de contre-attaquer. Euh, c'est quelqu'un, quand j'étais jeune, qui m'inspirait pas mal. Ouais, bien sûr. Dans ce côté chercher les espaces, là, on est en plein dedans aussi, hein. Exactement, on était en plein dedans, ouais, forcément. Hem, tes références, les entraîneurs qui t'ont plus changé la vision des choses, qui ont eu le plus gros impact sur toi? Ouais, il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal, forcément Christophe, hein. David, Harry Carrère aussi, avec qui j'ai évolué ici à Castres pendant pas mal d'années, que ce soit à mon commencement, comme, sur les dernières années où on a été amené à travailler pas mal ensemble. Ça a été forcément des coachs qui m'ont apporté vachement. Ouais, complètement. Il y a un joueur qui révolutionne le poste en ce moment, c'est Will Jordan, qui se propose partout. On parlait de dézonage et cetera. Heu, c'est une vraie révolution parce qu'il marque un paquet d'essais, il trouve des zones libres à chaque fois. Alors est-ce que c'est juste Ouais. des qualités individuelles ou est-ce que c'est vraiment une révolution à ce poste-là? Non, je pense que il a forcément des qualités individuelles qui font que, dans ses prises d'espace, avec sa qualité de vitesse, mais c'est pareil, je pense que c'est quelqu'un qui arrive à lire les espaces et à les anticiper, comme on parlait tout à l'heure. Dans son positionnement, quand il vient, il le fait pas, il vient pas pour venir, quoi. Ouais, Il vient dans un espace, je pense que c'est, parce qu'il a analysé le truc et qu'il a vu cet espace-là. Donc comme on disait tout à l'heure, c'est des prises de décision qui, je pense, sont faites,
préalablement par rapport à son analyse de la situation, quoi. Ouais, Tu vois? complètement. Ouais, je suis vraiment d'accord. Parce que tu vois qu'il Enfin, fait pas non plus il va pas hyper faire 30 prises de décision par match, il va en faire 10, mais les 10 elles seront bonnes et justes. ouais, exactement. C'est, je pense qu'il est vachement là-dedans, dans l'analyse de l'espace et essayer de se donner le temps de voir l'espace avant de l'attaquer. Ouais, c'est clair. Et même quand il C'est break, que il appuie toujours c'est cette quelqu'un, je ce pense, ce de ce très intelligent, qui a toujours la tête haute toujours la tête haute. et qui arrive toujours à si c'est pas lui, il arrive toujours à faire prendre, les espaces aux autres, quoi. Ouais, complètement. Bon, on arrive sur la fin de le podcast, c'est les 2 questions traditionnelles. Voilà, la 1re, elle est pas forcément traditionnelle, mais tu vois, là, je vois tes enfants, traîner, dans le fond de la pièce. Cet équilibre entre le mix, rugby, famille, amis, voilà, être bien dans sa tête, est-ce que tu penses à une influence, sur ton rugby? C'est sûr, mais à quel point? Oh, vraiment enfin, moi, je suis persuadé que 80 c'est quelque chose d'hyper important, quoi. Quand tu te sens bien dans un endroit, avec tes proches, ta famille, forcément, tu as tout qui fait que tu peux être épanoui sur le terrain. Quand tu as des petits tracas, quelque chose qui va pas, ça les gens ne le voient pas forcément, mais ça nuit forcément sur tes performances. À un moment donné, ça nuira sur tes performances et moi cet équilibre-là, je l'ai trouvé avec ma famille depuis qu'on est ici, quoi. Ouais, bien sûr, et je pense que Et forcément, c'est inversement, tout plus facile. et je pense même, tu vois, qu'inversement, le jour où ça se passe moins bien dans le rugby, tu as aussi ta famille, tes enfants, tes Ouais, amis bien sûr, pour un peu décompresser, penser bien à autre sûr, chose, bien sûr. Et puis quand ça se passe bien au rugby, je sais très bien que je vais rentrer à la maison et il y aura toujours ma femme et mes enfants qui seront toujours bienveillants avec moi et qui me permettront, mais voilà, si c'est pas dans l'immédiat, dans les semaines à venir, d'être forcément, performant, quoi. ouais, complètement. C'est Hem, vraiment hyper important. ouais, je pense. Tu vois, c'était la conclusion du podcast avec Hugo Reus, qui est encore tout jeune, c'est qui a 19 ans, qui a une saison qui c'est un peu plus compliqué pour lui après une saison où il a Ouais. tellement explosé, tellement tout réussi. Là, forcément, tu sais, on parlait de phase, il est dans une phase un peu plus difficile et il disait que là, lui, c'est un gros problème, qu'il est tellement focus rugby, rugby, il voit tellement que ça, il fait tellement que ça, il pense, il mange, il dort rugby, Sûr. qu'en fait, ça devient trop, il est en train d'exploser, en fait, tu vois? Donc il essaie de retrouver un équilibre entre les 2. Bah, surtout que maintenant tu es dans un système de plus en plus jeune. Donc quand tu commences à arriver en crabos maintenant, moi je le vois, depuis cette année, tu as un staff comme les pros, tu as un préparateur physique, tu as un kiné, tu as des systèmes de jeu, tu as des vidéos et ces gamins à 15-16 ans, ils commencent déjà à être là-dedans. Donc quand ils arrivent à 20-21-22 ans, pour certains, ça fait 5-6 ans qu'ils sont, à fond là-dedans dans ce En mode pro, 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 ça pro. ça peut vite devenir, problématique, tu vois? Parce qu'en plus maintenant, dès que tu réussis 2-3 matchs, tu es, surmédiatisé, on parle beaucoup de toi, donc tu as tout cet aspect-là à gérer, en plus du rugby, en plus de ta vie privée. Cette pression, Donc franchement, cette pression qui existe maintenant pour les jeunes joueurs, je trouve par moments, elle est, heu, elle est un petit peu dans l'excès parce que ces gamins, ça fait un moment qu'ils sont là-dedans et ça peut vite devenir, peut vite faire un burn-out quoi, par rapport au rugby quoi. Parce que bien sûr. depuis ton plus jeune âge, tu es très stigmatisé là-dedans, je trouve Ouais, complètement. et Et il faut vraiment être costaud mentalement pour pouvoir réussir quoi ouais, et et la tu vois, famille, je pense dans ces moments-là, c'est quelque chose d'hyper important, ouais, bien sûr, d'être bien entouré. et je pense qu'il faut aussi être épanoui, en fait, en dehors du rugby. Il faut trouver ce qui te fait plaisir, Ouais, ce ouais, qui te bien passionne, et c'est vrai que si aux gamins à 14-15-16 ans, là où tu découvres justement tes passions, qu'est-ce que tu aimes, différentes choses, si sûr. tu leur laisses pas le temps de faire ça, en fait, c'est terrible. C'est ça en fait. Il faut qu'ils aient cette notion de plaisir, de voir autre chose, comme tu dis, d'avoir des attaches sur différents sujets, sur différentes, passions et pas que le rugby, prenne vraiment trop le pas là-dessus, quoi. Parce qu'il faut leur laisser cette insouciance, voilà, 15-16 ans, enfin, tu jeune, quoi. Tu commences dès cet âge-là à rentrer dans un cadre hyper précis, hyper structuré, hyper à 22 ans, les gamins, tu peux vite les perdre, quoi. Bien Et sûr, c'est pas dit que le gamin qui est en crabos,
sur 30 gamins que tu as, tu en auras peut-être 2 professionnels. Et les autres, au final, tu leur dis quoi, quoi? On t'a mis là-dedans pour au final, 3 4 ans après, te dire, eh ben, tu le feras jamais et maintenant, va prendre du plaisir ailleurs. Enfin, tu vois? Voilà, fais le deuil, Et, tu as 23 ans, tu dois tout recommencer. c'est cette balance-là qu'il faut. Alors, oui, il faut commencer à leur montrer un petit peu vers quoi tendre, hein, mais il faut leur laisser aussi cet axe un petit peu à eux, quoi, Complètement, de vivre ce qu'ils ont à vivre à leur âge. complètement, complètement. C'est pour ça que ouais, ces jeunes joueurs, ça devient de plus en plus compliqué mentalement, je trouve. Ouais, c'est clair. Et je suis content, tu vois, qu'on finisse là-dessus. C'est un très beau message. Question traditionnelle. Un futur invité que tu aimerais bien voir sur ce podcast, qui serait intéressant. Futur invité, heu si je te dis, Benjamin Rodapie-Eta. Ouh oui. Ouh là 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 là. Alors là, j'aimerais bien rentrer dans sa tête sur les tirs au Je but, là, toute pense sa que routine. ça pourrait être intéressant Oh. de pouvoir rentrer dans la tête à Benra et ça va Ah te oui. plaire. Ah oui, alors là, c'est sûr, hein. Après avoir fait Romain Tholé, là, ça serait le. Ouais, Parce que je pense que justement, ce côté latin, là, on est sur des choses complètement différentes, je pense, pour lui. complètement, C'est ça, hein. Sur les sensations, sur le vent, tu vois qu'il il change bien beaucoup, sûr. même sa balle de position, des fois, il est ultra flexible. C'est. Ah oui, C'est pour ça que je pense que ça peut faire un podcast, assez sympa. trop bien. Tu nous aideras à mettre en contact. Bien sûr. Trop bien. Bon, je te remercie, Julien, Merci à toi en tout cas. pour ton temps et ton authenticité là. Franchement, tu m'as laissé, tu as vraiment ouvert tout sans retenue. C'était vraiment cool. J'étais content, tu vois, de voir un peu ce parcours-là, de revenir passer par le Toulon, Lou, le CO, voir les différents entraîneurs et l'impact qu'ils ont eu sur Bien cette sûr. équipe, tu vois? Et surtout dans cette partie skills là, ce scan, cette analyse, ces décisions prises avant même la réception du ballon. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Tu parlais des jeunes joueurs, s'ils écoutent ça, il y a beaucoup de choses à avoir. Donc En merci. tout cas, je me suis, régalé de pouvoir, refaire un petit peu, le monde avec toi cet après-midi. C'était un très bon moment. Trop bien. Merci beaucoup.